Un grand merci encore aux équipes d'Envoyé spécial. Merci à vous qui m'avez rejoint d'accepter de débattre en direct ce soir avec conviction, avec passion, mais sans haine, puisque c'est le mot qu'on a beaucoup entendu dans ce reportage. Je fais les présentations. Clément Beaune, ministre des Transports. François Ruffin, député LFI de la Somme. Aurore Berger, vous êtes présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Sandrine Rousseau, vous êtes députée Europe Écologie Les Verts de Paris. Olivier Marleix, député d'Eure-et-Loir, président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Jordan Bardella, enfin président du Rassemblement national et député européen. Nous serons tout à l'heure en duplex avec Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT. Bonsoir à tous. Merci encore une fois. Cette réforme s'appliquera d'ici à la fin de l'année, a dit le président de la République. 1 million de manifestants selon le ministère de l'Intérieur et 3,5 millions selon la CGT, avec des violences qui sont aujourd'hui montées d'un cran un peu partout en France, d'ailleurs pas seulement dans la capitale. Ce qui s'est passé aujourd'hui, Clément Beaune, ne change rien. Merci Caroline Roux d'organiser d'abord ce débat. Vous l'avez dit, je pense qu'on a besoin dans ce moment qui est difficile, on l'a vu encore aujourd'hui, d'autant plus important d'avoir un échange d'idées serein, de projets, j'espère aussi. Il y a eu une journée de mobilisation, c'est vrai, qui a été très importante encore aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, lucidement. Je veux d'ailleurs dire que moi je distingue toujours les manifestants responsables, les organisations syndicales responsables qui ont organisé cette mobilisation, ces manifestations ou ces grèves qui sont un droit. Nos forces de l'ordre qui les ont encadrées aussi. Je les distingue clairement de celles et ceux, on en a vu certains dans le reportage, qui cassent. Et je distingue les mobilisations responsables des violences les plus intolérables. Et je crois qu'il faut qu'on le fasse tous aussi. Ces mobilisations, elles disent évidemment quelque chose, mais on l'a vu d'ailleurs un peu dans votre reportage. Je suis absolument convaincu qu'elles disent une opposition de beaucoup de gens à la réforme des retraites. Oui, ça vous surprend pas? Non. Et on l'a vu précédemment, j'y reviendrai. Mais je crois qu'elles disent aussi beaucoup de choses. Beaucoup d'autres choses. Et que dans les mobilisations, il y a un malaise, il y a une colère, il y a des gens qui disent « je ne sais pas pourquoi exactement je suis là ». Il faut l'entendre, je crois que c'est notre travail collectif, notre responsabilité collective qui touche au pouvoir d'achat, qui touche au service public. Et on va en parler ce soir. Mais puisque vous dites, vous entendez... je pense que c'est très important de dire qu'on a un débat qui est plus général aussi que la question des retraites. On l'assume, mais il n'y a pas que ce sujet et on aurait tort de ne traiter que cela. Mais Clément Beaune, puisque vous dites précisément... nous entendons cette mobilisation syndicale, organisée, responsable, auriez-vous pu dire. Il y avait la majorité, et puis il y a aussi des gens qui veulent la violence. Puisqu'il y a eu beaucoup de monde dans la rue, encore une fois, alors que cette loi, et on va y revenir, a été votée dans les circonstances que l'on sait, cette mobilisation se poursuit. Elle sera amenée à se poursuivre encore, avec une journée de mobilisation qui est déjà prévue pour le 28 mars. Quelle peut être la réponse? Oui, mais vous l'avez dit, il y a d'abord... On est en présence de parlementaires, il y a eu un débat au Parlement. Je regrette qu'il ait parfois été empêché. Il n'a pas pu aller au bout. Je crois qu'il y a eu un spectacle, parce que je parle avec humilité de responsabilité collective, qui n'a pas toujours fait honneur au Parlement et qui a parfois suscité aussi cette colère, disons-le franchement. Mais il y a eu un vote. Il y a eu un vote sur une motion de censure. C'est un vote important sur une procédure démocratique et constitutionnelle. Je ne laisserai pas dire le contraire, parce que parfois on confond tout. C'est très important. On va y revenir. Et donc évidemment, il y a eu des discussions avant, il y a eu des discussions au Parlement. Je regrette qu'elles n'aient pas pu davantage avoir lieu. Il y a eu un vote qui doit être respecté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition, d'opinion, mais il y a un vote qui doit être respecté. C'est le meilleur juge dans une démocratie. Et ensuite, ces mobilisations, j'en suis absolument persuadé, parce que moi-même, je vais toutes les semaines voir des agents de la RATP, de la SNCF en particulier. Elles traduisent beaucoup de questions sur services publics, salaire, conditions de travail, pénibilité, inégalité. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler maintenant. C'est ça l'étape qui doit s'ouvrir aujourd'hui. François Ruffin, une journée de mobilisation de plus. Oui, mais moi, d'abord dire la fierté que j'ai vue chez les gens aujourd'hui. Ce matin, j'étais entre Amiens et Abbeville. C'est qui? C'est des auxiliaires de vie, c'est des agents d'entretien, c'est des gens qui travaillent comme ouvriers sur la zone industrielle. C'est pas des gens qui ont arrêté de travailler pendant la crise Covid, comme l'a dit le président Macron hier. C'est des gens qui ont continué de travailler, à qui on avait promis reconnaissance et rémunération, qui n'ont eu ni l'un ni l'autre. Et qui, là, se tiennent debout. Et moi, je leur dis bravo. Et je leur dis que je suis vraiment fier d'être à leur côté. Et qu'est-ce qui se passe ? Puisque aujourd'hui, il y avait beaucoup plus d'étudiants dans la manifestation. On entend dans votre reportage des gens qui disent comment se faire entendre. C'est ça la vraie question. C'est comment se faire entendre. Il y a eu les sondages d'opinion. 2 Français sur 3 qui ne veulent pas de cette réforme. 4 salariés sur 5 qui ne veulent pas de cette réforme. Macron n'entend pas. On a tous les syndicats unis qui viennent dire on ne veut pas cette réforme, Macron n'entend pas. On a des manifestations pacifiques, calmes, 1, 2, 3 millions de personnes, 1, 2, 3, 4, 5 fois, Macron n'attend pas. On a l'Assemblée nationale qui est prête à voter
et manifestement qui aurait voté contre cette réforme, on lui empêche ce vote, et Macron n'entend pas. Qu'aurait dû faire Emmanuel Macron hier? Parce que le chaos, c'est lui qui l'apporte. Le chaos, on a entendu dans ce même reportage que certains jeunes disent casser, au fond, c'est le seul moyen de se faire entendre. Ils ont raison. Il a coupé. Non, enfin, je veux dire, moi, ce n'est pas ce que je fais. Nous bloquons les voix avec l'intersyndicale en étant des centaines et en étant des milliers aujourd'hui. Donc, moi, je crois à la force du nombre. Donc, elles vous déplaisent, ces images qu'on vient de voir? En tout cas, c'est pas la voie que je recommande. Maintenant, je vais vous dire, je dis l'homme du chaos, il est là-haut. Faut ne condamner pas les violences, François Ruffin. Celui qui a le choix de l'apaisement aujourd'hui, c'est le président Macron. Je vais vous dire ce qu'il aurait dû faire. C'est un discours. Depuis plusieurs semaines, le dialogue n'a pu aboutir et la situation est restée bloquée autour de la question du retrait ou du maintien de ce texte. Il est temps de dénouer la situation en étant juste et raisonnable, avec comme exigence l'intérêt national. C'est la mission que me donne la Constitution. En République, quand il s'agit de l'intérêt national, il ne saurait y avoir ni vainqueur ni vaincu. Nous devons maintenant nous rassembler et chacun à sa place doit agir en responsabilité. Vive la République, vive la France. Vous voyez, c'est pas un discours de marxiste, c'est un discours de Jacques Chirac, prononcé le 31 mars 2006 quand il retire le contrat première embauche. Tout ce qu'on attendait du président de la République hier, c'est qu'il ait 2 minutes de chiracisme. Juste, c'était pour comprendre ce que vous êtes en train de nous expliquer. Peut-être avec vous, Sandrine Rousseau aussi, vous me direz si vous êtes d'accord avec ça. Vous mettez au même niveau cette violence institutionnelle, celle du responsable du chaos, comme vous l'appelez, le président de la République, et cette violence qu'on a vue encore aujourd'hui. Est-ce que vous la mettez au même niveau, François Ruffin? Je dis la cause, je sais où est la cause, je sais quelles sont les conséquences. Donc ça les excuse? Ça ne les excuse pas, ça les rend pleinement compréhensibles. Et depuis des mois, tous les responsables syndicaux alertent là-dessus, les responsables politiques alertent là-dessus, sur le fait qu'il y a un chemin pour l'apaisement et que là, il y a un refus d'entendre cette colère dans le pays. Aurore Berger? Non, mais moi, je crois qu'il faut être très clair sur la condamnation de toutes les violences. Et je crois que ça doit être... Ça vient d'être fait ou pas à vos yeux? J'ai pas entendu, je condamne les violences. C'est assez simple de dire, est-ce que oui ou non je condamne les violences? Oui, je les condamne. Et c'est ça qu'on attend de la part de parlementaires, quelles que soient à un moment leurs opinions politiques sur la réforme des retraites. Parce que le préalable en démocratie, c'est d'abord ça. C'est d'abord ce respect-là. On a 123 policiers qui ont été blessés aujourd'hui. Blessés pourquoi? Parce qu'ils ont tout fait pour protéger les manifestants, pour encadrer les mobilisations en lien avec les partenaires sociaux et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement. Moi, j'aimerais aussi qu'on entende tous les responsables politiques saluer le travail exigeant et difficile des forces de l'ordre. Et puis, vous savez, il y a eu un peu, je crois, une espèce de fantasme dans cette nouvelle assemblée après les élections législatives où on s'est dit finalement, la colère, elle va s'exprimer à l'Assemblée nationale. Ah oui, elle s'exprime à l'Assemblée nationale. Mais ça ne la fait pas décroître dans la rue, au contraire. Quand l'Assemblée se comporte mal, quand elle a des comportements indignes, quand elle ne permet même plus qu'on entende l'argument de l'autre, quand on insulte, quand on a des images violentes de la part d'un certain nombre de parlementaires qui ont parfois été exclus, mais je condamne tous les débordements. Je condamne tous les débordements, y compris celui-là. Moi, j'ai pas l'indignation à géométrie variable, mais je crois clairement qu'à partir du moment où notre Assemblée ne sait plus se tenir, on ne peut pas exiger que d'autres se tiennent mieux. Donc, parce qu'elle rejaillit, y compris sur les élus, on peut préciser que vous êtes sous protection policière. On a tous, malheureusement, à vivre ça. En tout cas, celles et ceux qui se sont exposés. Et c'est ce que disait Fadila Khattabi, qui a courageusement défendu la réforme à l'Assemblée nationale. On peut contester cette réforme. On peut même contester la manière institutionnelle qui a conduit à ce qu'on adopte définitivement cette réforme, même si c'est pleinement dans le respect de nos institutions et de notre droit. On ne peut pas et on ne doit pas, entre nous, accepter justement que la haine l'emporte ou alors les fractures qui existent dans notre société, elles vont être malheureusement bien plus grandes. Sandrine Rousseau, vous voulez réagir? Oui, parce que moi, je suis effarée de votre discours. Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour que vous entendiez? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous entendiez ce qui se passe dans la condamnation des violences, Sandrine Rousseau, vous la partagez dans la rue? Comment faut-il la condamnation le faire des violences? Avec quels mots? Dites-nous, donnez-nous le code de conduite pour qu'on se conduise bien, si telle est la question. Parce qu'en fait, manifestement, non mais il y a eu 3,5 millions de personnes dans la rue où il n'y a pas eu un incident. Il n'y a pas eu un incident. Vous n'avez rien entendu, mais rien. Vous étiez sourds, mais totalement sourd et même extrêmement arrogant. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut pour que ces gens qui risquent leur corps dans les 2 ans de plus de votre réforme, qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils se fassent entendre? Parce que le résultat de ce qui va se passer suite aux mobilisations et suite à votre surdité, c'est que les gens vont arrêter de voter.
Parce qu'ils n'y croiront plus, parce qu'ils ne penseront plus que l'Assemblée nationale sera le lieu de leur représentation. Et pourquoi ? Parce que vous avez fui le vote. Vous avez fui le vote du début. Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, juste une question. Pardonnez-moi, juste une question. Parce que la majorité est sourde à cette mobilisation, casser devient légitime. Mais vous pouvez l'expliquer, mais est-ce que vous le... L'intervention d'Emmanuel Macron hier était de la pure provocation. De la pure provocation. Il a eu un mot blessant pour tout le monde. Donc ils ont raison. Vous leur donnez raison. C'est très difficile sans doute à entendre. Emmanuel Macron est garant des institutions et il est garant d'une forme de paix sociale. Où est-ce qu'il est là, Emmanuel Macron ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il n'a pas à gouverner, ça c'est Elisabeth Borne. Il a à être garant des institutions et de la paix sociale. Où est-ce qu'il est ? Qu'est-ce que vous attendez de lui là maintenant ? Eh bien qu'il ait un discours rassembleur, qu'il ait un discours apaisant, qu'il retire la réforme, qu'il fasse la dissolution et qu'il fasse le remaniement. Et comme ça, on sort de cette crise de régime. Parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'une crise qui au départ était sur un texte est en train de se transformer en une crise de régime et une crise bien. Et vous le regrettez ? Ah ben moi je pense que là on arrive à la fin de la Ve République en fait. Et je pense que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est la fin de la Ve République. Et c'est ce que vous souhaitez ? Ah ben je pense que oui, parce que la Ve République ne dysfonctionne et dysfonctionne de manière encore plus forte dans ce mandat-là qu'elle ne l'a jamais fait. Donc la rue déstabilise les institutions, c'est quelque chose qui vous convient. Il y a une personnification du pouvoir qui est où on atteint la limite. Là, on est à la limite de cette personnification. Vous n'avez pas fait fonctionner le Parlement, Sandrine Rousseau. Je vais donner la parole à Bardella. Pardon, juste un mot sur Jordan Bardella sur cette. Au débat, vous avez empêché le débat. Pardon, Jordan Bardella, juste un mot sur cette difficulté qu'on a à savoir au fond qui est responsable de la colère. C'est ça, c'est la question qui est posée par ces premières interventions. Je pense que quand on est président de la République, on ne peut pas gouverner contre les Français et contre le peuple français. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par et pour le peuple. Or, avec Emmanuel Macron, c'est le pouvoir d'une petite élite pour une élite et contre le peuple français. Et je pense que, en vérité, derrière cette contestation à la réforme des retraites, il y a 1001 motifs de contestation. Il y a évidemment la contestation de la réforme des retraites. Il y a la crise du pouvoir d'achat. Il y a l'inflation. Il y a les faillites en cascade de nos TPE, PME, de nos indépendants qui n'arrivent plus à faire face aujourd'hui et qui ne trouvent plus au sein du gouvernement et des gens qui sont censés prendre des décisions pour protéger les Français. Ils sont dans la rue là, ceux dont vous parlez ? Je pense qu'il y a dans la rue aujourd'hui et qu'il y a eu depuis la mi-janvier des gens qui n'étaient jamais allés manifester. Et je pense qu'Emmanuel Macron est devenu aujourd'hui un facteur de désordre. Je pense que sa politique, son gouvernement, le refus d'entendre que 70 à 80% des gens ne veulent pas travailler jusqu'à 64 ans parce que les gens vivent un quotidien très difficile, que d'aller ouvrir sa boîte aux lettres pour aller récupérer la facture d'EDF, c'est devenu une angoisse pour des millions de Français. On ne peut pas faire ça quand on est à la tête de l'État. Donc je pense qu'il a une responsabilité dans ce climat. Et quand vous entendez que c'est la rue qui doit faire plier le gouvernement, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça, Jordan Bardella ? Mais je crois dans les institutions. Je pense que on peut pas avoir, si vous voulez, une immense majorité des Français qui s'opposent à la réforme des retraites et priver le Parlement d'un vote. Parce qu'elle est là, la réalité. Si on a assisté à un braquage démocratique à l'Assemblée, c'est parce que le gouvernement n'avait pas de majorité. Et je pense que ça va créer un avant et un après, parce que on humilie à la fois le peuple français en ne tenant pas compte de son avis, et on humilie la représentation nationale avec ce tour de force. Et juste, j'en termine. Moi, je renvoie dos à dos la NUPES et le gouvernement. Parce que les deux ont privé la représentation nationale d'un vote. La NUPES par l'obstruction parlementaire qui a empêché les députés d'aborder l'article 7 qui prévoyait le report de l'âge légal, et le gouvernement qui a fait le choix de passer en force. Donc on a là les deux revers d'une même pièce qui, je crois, a démobilisé et découragé beaucoup de Français. Deux revers d'une même pièce, ça veut dire que vous êtes hors du jeu. Je pense qu'on incarne la voie du sérieux, et je pense qu'on incarne la voie de l'absence. En tout cas, l'alternance. Je pense qu'on incarne l'alternance aujourd'hui. J'ai besoin d'une explication de texte, Jordan Bardella. Quand Marine Le Pen dit cette fois-ci, je ne participerai pas à éteindre le feu, ça veut dire qu'elle souhaite le chaos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'est pas l'extincteur du gouvernement. Et je veux dire, quand on... L'avez-vous jamais été? Je pense que pendant la crise des Gilets jaunes, lorsque on a attaqué les institutions, il y a eu des agressions qui ont eu lieu contre des bâtiments de la République française. Nous les avons condamnés avec la plus grande force parce que c'était notre devoir et notre responsabilité. Et vous avez raison de rappeler que si nous avions condamné les violences, nous avons été aux côtés des Gilets jaunes parce que les Gilets jaunes, c'était des Français qui n'arrivaient plus à mettre de l'essence dans leur voiture, qui sont descendus dans la rue pour émettre une colère. Mais je veux juste dire là, on ne peut pas jouer aux pompiers pyromanes. Et quand le gouvernement fait le choix de passer en force, il doit en tirer... Ça veut un peu dire débrouillez-vous quand même.
excusez-moi, je suis pas collaborateur du président de la République. Je veux dire, il y a un président de la République. Vous êtes un élu de la République, on assiste à un moment donné à une chose. C'est qu'Emmanuel Macron n'a pas compris qu'il avait perdu la main le 19 juin dernier. Et on nous dit Emmanuel Macron a été élu, il a été élu pour faire cette réforme à 65 ans. Sauf qu'il n'a pas eu la majorité pour le faire et qu'il faut savoir aujourd'hui entendre les Français. Et je veux même vous dire, même chez les gens, moi j'ai discuté avec des gens qui sont pour cette réforme des retraites, notamment des électeurs de M. Marleix, des électeurs des Républicains, mais qui disent juste, nous on y est favorable, mais c'est pas le moment. Et il faut être fou pour faire cette réforme dans le contexte social que vivent les gens. Olivier Marleix, cassé au fond comme le seul moyen d'être entendu après, c'est vrai, des journées de mobilisation qui ont emmené des millions de Français dans la rue. Évidemment que c'est scandaleux d'entendre sur ce plateau des gens refuser de condamner la violence, assumer même cette idée finalement de révolution, de fin des institutions de la Ve République, et voir d'autres les laisser faire et finalement laisser faire ce chaos. Moi, je voudrais revenir quand même un instant sur le fond de cette réforme. Oui. La droite assume cette idée qu'il n'y aura de redressement du pays que si nous faisons l'effort, collectivement, tous, de travailler un peu plus. On ne peut pas raconter d'histoire aux gens. On n'aura rien à redistribuer si on ne fait pas cet effort. Vous croyez qu'on en est encore là ? Et le système... Olivier Marleix, après une journée comme celle-ci, vous pensez qu'on en est encore là ? C'est sans doute une des erreurs du président de la République d'avoir oublié, peut-être de dire ce qui était le fondamental. Peut-être d'ailleurs, n'y croyait-il pas beaucoup, mais nous avons mis au cœur de cette réforme la nécessité de revaloriser les petites retraites. C'est un problème de pouvoir d'achat, Monsieur Bardella. Moi, ce que je trouve le plus misérable dans ma circonscription, c'est de voir des retraités, des gens qui ont travaillé toute leur vie, avoir des retraites misérables. Et notre système de retraite, aujourd'hui, il est ainsi fait que c'est les retraites de ceux qui cotisent, de ceux qui travaillent, qui permettent d'augmenter et de payer les retraites de nos retraités. Et donc c'est pour ça qu'on est très heureux, très fiers d'avoir obtenu une revalorisation de 670 € en moyenne par an pour les 1 800 000 retraités les plus modestes qui ont des carrières complètes. Si cette réforme ne va pas à son terme, eh bien, il y a 1 800 000 personnes qui n'auront pas cette revalorisation. Donc, vous dites ce soir, vous demandez au gouvernement de tenir. C'est un système de solidarité. Il faut avoir le courage de tenir. C'est pas extrêmement confortable pour un parti d'opposition comme le mien de soutenir cette réforme, mais par cohérence, nous l'avons fait. D'opposition, vous êtes ça a fait réagir. D'opposition aujourd'hui, M. Marleix. Je pense que le retour à la confiance en politique. On attend de voir. Je pense que le retour à la confiance en politique, c'est pas le mensonge. Madame Le Pen a fait 2 élections présidentielles, 2 campagnes présidentielles, en promettant aux Français le retour à la retraite à 60 ans. Aujourd'hui, finalement, elle est sur les 62 ans. Vous avez menti aux Français. Vous me rappelez votre score au premier tour de l'élection présidentielle. Vous avez assumé que vous seriez contre les régimes spéciaux. Vous avez voté ensemble avec la France Insoumise pour le maintien des régimes spéciaux. Donc, tenir, c'était la question. Tenir malgré le risque d'embrasement. Est-ce qu'à votre avis, c'est un sujet qui est posé ce soir ? Sur le fond, on assume cette réforme. Sur la méthode, à l'évidence, il y a un problème. Et c'est la responsabilité du président de la République de savoir renouer le dialogue, de savoir rétablir la paix dans le pays. C'est sa mission constitutionnelle première. Pourquoi ne pas avoir voté la motion de censure ? En fait, c'est ça la question. Je veux dire, ce qu'on vit, c'est une période de clarification pour les Républicains. Il y a une partie des Républicains qui était d'accord avec nous. Et il y a une autre partie des Républicains qui veut rejoindre manifestement Emmanuel Macron et qui se veut... Personne chez les Républicains n'était d'accord avec le retour à la retraite à 60 ans. Il y a beaucoup de vos députés qui ont voté, enfin en tout cas certains, qui ont voté la censure et qui aussi ont voté les motions référendaires qui ont été déposées, et la motion de censure notamment par le Rassemblement National. Mais juste, vous voulez être plus macroniste que Macron. Il faut assumer. Juste, je dis qu'il y a beaucoup de vos électeurs qui sont en désaccord avec cette stratégie. Vous vous associez à ceux qui veulent le chaos dans le pays. Pas du tout. Alors, si vous voulez bien, le chaos dans le pays. On n'est absolument pas le chaos dans le pays. Au contraire, je pense que nous sommes le parti de l'ordre. Mais oui, vous ? Oui, nous sommes le parti de l'ordre. Pourquoi ? Il y a une compétition entre vous. Je vais vous dire, Monsieur Macron... C'est vrai que ça faut surprenant. Eh ben, je le dis. Nous sommes le parti de l'ordre social parce que l'ordre social suppose de la justice sociale. Qu'est-ce qui s'est passé à la sortie de l'élection présidentielle et législative dont Monsieur Macron aurait dû tenir compte ? On a une France qui est divisée en 3 blocs. Le bloc central libéral qui s'effrite, le bloc d'extrême droite, le bloc de gauche. Il sort dans un coin comme le mien, M. Macron n'arrive pas à amener ses candidats au 2e tour de l'élection législative. Il y a des endroits entiers où il est balayé, et c'est des endroits aujourd'hui où il y a plein de manifestations. Ça veut dire que cette fragilité-là, dans le pays, il aurait dû en tenir compte. Il aurait dû faire preuve d'humilité, se demander comment on allait construire ensemble ce pays-là. À la place d'être le garant de l'unité de la nation, en cherchant ce qui va pouvoir nous rassembler, ce qui va pouvoir nous unir, qu'est-ce qu'il vient mettre ? Il vient semer les brandons là-dessus. En expliquant que cette réforme est indispensable et qu'on n'a pas le choix. Non, mais justement, je conteste absolument ce fondement-là. Et de toute façon, je pense que ça n'est absolument pas pour des raisons budgétaires.
les économies prévues par ça, d'après l'OFCE, c'est 0,1 point du PIB. Donc c'est nada, c'est rien. Et on peut Quand il parle d'intérêt général, de ne pas mettre la poussière sur le tapis, il ment. D'abord, il n'y a aucun gouvernement qui a mis cette poussière sous le tapis. Et il ment. Bien sûr qu'il ment. Il ne fait pas pour l'intérêt général. Aujourd'hui, il le fait pour son intérêt très personnel. Il ne fait mais pas quel est son intérêt personnel aujourd'hui? Celui d'assumer l'impopularité. Celui d'assumer l'impopularité parce que c'est une réforme indispensable. Madame Berger, laissez-moi répondre, vous m'avez posé une question. L'orgueil. Tout le monde sait aujourd'hui que cette réforme, elle est maintenue pour une seule raison. Parce qu'elle est indispensable. L'orgueil d'un seul homme qui se trouve là-haut. L'orgueil d'un homme qui a dit quoi? Qui a dit ce qui est en cause, c'est l'autorité de votre serviteur. On est passé de fausses raisons budgétaires à une vraie raison autoritaire. Et il associe aujourd'hui l'autorité à la brutalité. Tout le monde sait aujourd'hui que il y a deux choses dans la période qu'on vit. Il y a une phase politique. Une phase politique qui s'est terminée de facto lundi à l'Assemblée. Elle n'est pas terminée. Laissez-moi finir. Par un vote à l'Assemblée. On va y revenir sur la légitimité de ce texte à vos yeux. Où François Ruffin, les trois partis en l'occurrence que j'ai face à moi, de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, ont voté ensemble. Est-ce que demain, ça veut dire que vous êtes prêts à gouverner ensemble? Est-ce que c'est ça que vous dites aux Français? Justement, que vous souhaitez gouverner ensemble? Ça, c'est la première. Non, mais je vais vous répondre. Vous me posez une question. Je vais en poser une deuxième. Si vous voulez bien, on va fixer une règle tout de suite. On se parle les uns après les autres. J'y réponds. Mais quand c'est fini, du coup, quand la question est posée, elle est posée là. Elle est posée la question? Bah oui, si j'ai le droit, on est prêt à gouverner ensemble. Si éventuellement François Ruffin accepte qu'on puisse avoir un débat, ce qu'on a pas vraiment pu avoir à l'Assemblée. Parce que vous étiez pas souvent là, François Ruffin. Moi, j'ai pas là sur la réforme des retraites. J'ai fait tous les débats. J'ai pas quitté l'hémicycle pendant une minute pendant la réforme des retraites. Et ce que j'ai vu surtout, c'est que vous étiez en vérité, vous le savez bien, en minorité dans votre propre parti. On sait bien que vous êtes en conflit avec Jean-Luc Mélenchon. C'est votre problème, c'est votre affaire. C'est pas le sujet, Aurore Berger. Avec tout ça. Non, c'est pas le sujet. L'arrogance, François Ruffin, c'est pas de dire à un parlementaire qui fait pitié. La première des questions, elle est politique. Est-ce que oui ou non, il y a une majorité alternative dans le pays? Est-ce que oui ou non vous êtes prêts à gouverner ensemble? La deuxième, c'est qu'on ne peut pas continuer à assumer que vous mentiez en disant qu'il n'y a pas de problème budgétaire. Quand on a devant nous le risque d'avoir 150 milliards de dettes en 10 ans, oui, c'est un enjeu budgétaire. Et oui, on peut être dans l'opposition, ne pas voter Emmanuel Macron, mais assumer d'être responsable quand c'est l'intérêt général des Français qui est en cause. C'est ça notre sujet. C'est l'intérêt général qui prévaut. On ne va pas refaire le débat sur la légitimité de la réforme. Je voudrais citer Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais citer Jean-Luc Mélenchon. Je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Jean-Luc Mélenchon dit pas une seule fois ce texte de réforme des retraites n'a acquis la moindre forme de légitimité. Oui. C'est faux. Je suis d'accord avec. C'est dangereux. C'est dangereux. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi c'est faux? C'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est comment on répare notre pays. Non, le sujet, c'est est-ce qu'on est face à un processus démocratique? Il y a des gens qui manifestent dans la rue en ce moment même. Est-ce que ce texte a une légitimité? Parce que les gens manifestent dans la rue. Il n'y a pas de légitimité quand il y a un 49.3. Enfin, pardon, mais on va se le dire très directement. Je vous assure que, compte tenu de l'état du pays, on est entré par une crise sociale, on est aujourd'hui dans une crise démocratique. Je vous assure que compte tenu de l'état des pays, c'est pas aujourd'hui à se demander est-ce que c'est légitime, pas légitime, qu'on va s'en sortir. Qu'est-ce qui se passe? Je veux répondre à... Je dois donner la parole aux autres. Mais je veux répondre. Alors rapidement. Je veux répondre à Mme Berger. On ne va pas gouverner avec l'extrême droite. Alors pourquoi vous votez ensemble? Ça va de soi. Pourquoi vous votez ensemble tout le temps? Aurore Berger, on va laisser répondre, s'il vous plaît, sinon c'est pénible. Un président ou un Premier ministre responsable dans la situation politique qui est la nôtre, c'est-à-dire dans la réalité du pays, qui est une fracture en 3 blocs. Eh bien, il doit se demander à tout moment comment il réunit au maximum les Français et non pas comment il opère une déchirure dans le pays. Or, M. Macron, depuis le début, croyant pouvoir gouverner avec un Français contre les 3 autres, opère des déchirures. C'est parfaitement clair. C'est parfaitement clair. Ça veut dire que ça réclame de la sagesse. Ça veut dire que ça réclame de la prudence. Ça veut dire que ça réclame de la modération et de la pondération. Tout ce qui n'a pas été à l'œuvre depuis un an maintenant. Vous jetez le sur le fait depuis 5 ans. Évitez de monopoliser la parole pour que ça puisse tourner, pour que ce soit plus agréable pour les gens qui nous regardent, puisque c'est quand même le but. Juste, le 49.3 a mis le feu aux poudres. C'est ça que dit François Ruffin. Mais oui, évidemment. Et pourquoi? Parce que, en fait, la majorité, enfin la minorité présidentielle a refusé d'aller au vote.
Ils ont refusé. Ils ont refusé au Sénat, comme ils ont refusé à l'Assemblée nationale. Ils ont fait le vote bloqué. On connaît maintenant tous les articles de la Constitution qui nous permettent d'éviter et la discussion et le vote. Oui. Et donc, on est allé au 49.3. Derrière, il y avait la motion de censure. Ils savaient, au moment où ils ont déposé la motion de censure, que ce serait beaucoup plus difficile pour les Républicains d'aller faire la motion de censure. Et probablement même, y a-t-il eu quelques promesses de Marocains dans les débats. Mais j'imagine que vous allez le faire bien. Mais là, en fait, la question, c'est à quel moment un gouvernement n'entend non seulement pas le peuple, mais en plus n'est pas capable d'entendre l'Assemblée nationale, l'hémicycle, les oppositions dans l'hémicycle, et n'est pas capable d'accepter le moindre des amendements. Parce qu'en fait, c'est cela qui s'est passé dans les débats à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça aussi que nous sommes arrivés à une situation de blocage démocratique. Mais encore une fois, aujourd'hui, on est au-delà du blocage démocratique. On est quand même aujourd'hui, le 49.3 est devenu, y compris pour des jeunes qui ne connaissaient pas peut-être l'existence c'est devenu un sujet, sujet de débat sur cette réforme des retraites. Je voudrais avoir votre réponse là-dessus. Mais dans tous les jeux de cartes, il y a un seul joker. Là, on en est au 100e 49.3. C'est le 49.3 sur la réforme des retraites. Non. Le sujet, c'est que depuis 6 mois, le 49.3 est devenu l'instrument de gouvernement. Et que la force, la brutalité et le refus finalement du vote des députés à l'Assemblée nationale est devenu une méthode de gouvernance. Constitutionnelle. Mais le 49.3 est constitutionnel. Oui. Mais je veux dire, on n'est pas entre juristes là. On fait de la politique. Bon, donc on est en train de dire aux Français que le Parlement ne sert plus à rien, qu'il n'y a plus de vote à l'Assemblée nationale et que la politique du pays, elle va se décider à l'Élysée, dans l'entre-soi d'une petite élite qui va faire l'exact contraire de ce que veulent les gens. C'est ça que vous êtes en train de nous dire avec à chaque fois le leitmotiv. J'ai ma réforme, 80% des gens ne veulent pas, les députés n'en veulent pas, mais c'est constitutionnel. Et ils ont gardé la possibilité d'un nouveau Clément Beaune sur une autre Clément Beaune. Vous l'avez entendu, ça. Mais bien sûr. Vous l'avez entendu dans les mobilisations. Bien sûr, on l'entend. Ça a heurté les Français. Après, il faut de la responsabilité et de l'honnêteté. Pardon. Excusez-moi, est-ce que Mme Rousseau, M. Ruffin, M. Bardella, vous auriez arrêter toute forme de mobilisation si ça avait été un autre mode de vote que le 49.3 ? Vous vous abritez derrière le 49.3 pour fuir vos responsabilités. En fait. Si, il y a un vote, madame. Non, il n'y a pas de vote. Il y a une motion de censure, vos amis l'ont voté. Il n'y a pas de vote avec le 49.3. Il y a eu un vote au Sénat. Non mais pardon, il faut être un peu responsable. Vous avez tout fait pour qu'il n'y ait pas de vote et vous êtes bien contente en réalité qu'il n'y ait pas eu besoin d'avoir ce vote parce que vous l'auriez perdu. Pourquoi Elle est intéressante cette question. On y va. Elle se pose, les Français se la posent. Pourquoi vous n'êtes pas allé au vote ? Par risque de perdre. Attendez, d'abord il y a eu deux étapes. D'abord il y a eu 2 étapes. À l'Assemblée nationale, vous êtes député, vous étiez là pour certains d'entre vous. Il y a eu des heures de débat à l'Assemblée nationale, et c'est Jean-Luc Mélenchon lui-même, il l'a dit publiquement, qui a assumé une stratégie pour qu'il n'y ait pas de vote en première lecture à l'Assemblée nationale. Mais ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Ou non. C'est vous qui avez déposé un texte avec un temps très limité de débat, de sorte que vous saviez que ça n'irait pas au vote. On y va. Qu'on prenne tous nos responsabilités. Je voudrais qu'on aille écouter les Français. Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine. D'une seconde, qu'on prenne tous nos responsabilités. On assume le 49.3 quand sur le budget, quand sur une réforme des retraites, tout ce qui fait, tout ce qui est fait dans l'intérêt du pays. Moi, j'assume pour moi. Il y a une vraie stratégie de discussion. Si je peux parler. Chaque société est en train de prendre. Et vous êtes là. La violence, c'est de lutter contre la violence, c'est de respecter la parole de l'autre. En fait, là, la société est en train de prendre. Sandrine Rousseau, elle est en train de prendre. Qu'est-ce que vous faites face à cela ? Vous soufflez sur les femmes. Sandrine Rousseau, vous mettez de l'huile sur le feu. Vous faites parler un président qui n'est pas capable d'entendre. C'est ça qui est en train de... Alors stop, parce que ça devient insupportable. Donc à un moment donné, on va laisser répondre Clément Beaune. Et en plus, je voudrais ensuite aller écouter les Français, si vous le voulez bien. Alors terminez votre réponse. On assume une réforme. Elle est difficile. Il y a des outils constitutionnels qui sont le 49.3. Ça ne nous fait pas spécialement plaisir, mais on a besoin d'avancer. Parce que être une union des contre, une union du non, ça ne fait jamais avancer un pays. Ça fait qu'il n'y a pas de budget, ça fait qu'on ne finance pas nos retraites dans la durée. Vous avez proposé quelque chose sur les retraites, à part la retraite à 60 ans sur laquelle vous n'êtes même pas d'accord sur les modalités, et qui n'est pas finançable. Le RN a changé 3 fois de projet en cours de route et n'a pas pu sortir de la crise maintenant. Vous êtes au gouvernement. La rémunération du travail, le partage des profits, assumer le partage de la valeur avec les partenaires sociaux. Ça marche. Vous avez l'impression que ça marche. Mais vous avez... Bon, je crois que je vais donner la parole aux Français pour vous permettre de redescendre un petit peu. Et je vais faire ce lancement, même si vous ne m'écoutez pas. À Clamart, en proche banlieue parisienne, on a voté Emmanuel Macron à 78% au second tour de la présidentielle, 34% au premier tour. Comment vivent-ils la réforme et ce bras de fer avec la rue reportage Jeff Wittenberg, Éloi Martin et Baptiste Lègle?
À Clamart, où Emmanuel Macron a obtenu près de 78% des voix au second tour de la présidentielle, certains de ses électeurs aujourd'hui semblent presque s'excuser de leur vote. Bonjour madame. Bonjour monsieur. J'avoue avoir voté pour Macron parce que je voulais pas voter les extrêmes. Mon avis, c'est qu'il a mal présenté la situation, la réforme, et que, de toute façon, il faut réformer. Et sur la forme, maintenant, il faut reculer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y aller quand même, il faut persévérer, ou il faut reculer, vous diriez? C'est difficile à dire, parce que je trouve qu'il est très mal perçu. Le président Macron, il y a une haine contre lui, c'est l'impression que j'ai. Il a des petits soucis de communication. Hein. Il a des soucis de communication. Ouais, je pense que c'est un homme qui est honnête. Vous êtes une électrice d'Emmanuel Macron, donc est-ce que vous lui gardez votre confiance? Pour l'instant, je suis sceptique. Ce que je lui demande, c'est d'être plus à l'écoute et de le faire voir. Comment vous jugez un petit peu ce qui se passe en ce moment? Plus qu'à Emmanuel Macron, beaucoup ici en veulent à ceux qui expriment leur colère par la violence. Parce que le droit de grève, je ne le discute pas. Ils ont fait leur boulot, les syndicalistes. Avec tous ces jeunes qui cassent tout, ça me... Mais vous sentez pas une colère quand même qui s'exprime? Si, mais ça, je la comprends, la colère. Ce que je comprends pas, c'est les réactions de ces gens qui cassent tout. Dans le monde des entreprises, comme dans cette agence immobilière, on en viendrait presque à plaindre le président. Il a géré les pires dossiers de la France, les uns après les autres, une maladie de sortie de nulle part qui décime le monde, une guerre, une réforme qui met personne d'accord et pourtant qui est l'alinéa numéro 1 de son programme. Non, j'aimerais vraiment pas être à sa place. Le gouvernement doit tenir parce qu'on est vraiment dans un point d'équilibre là aujourd'hui. Il fait ce qu'il a dit qu'il allait faire et donc on subit aujourd'hui. Donc maintenant, il faut faire quoi, une révolution? Il n'y a rien à faire. Hein. Pas de révolution. Et même quand la réforme ne fait pas plaisir... Si la réforme passe, je vais aller jusqu'à 64, c'est-à-dire il va me rester 6 ans à travailler. Si elle passe pas, il me reste 4 ans. Ici, on est le plus souvent légitimiste. Je suis un citoyen français, j'aime mon pays, et s'il faut que ce soit 64 ans, on se pliera et puis on ira. Un peu de résignation, beaucoup de refus des violences, c'est sans doute là-dessus que table le gouvernement pour commencer à éteindre l'incendie. C'est pas toute la France qui est en colère? Sauf Clamart, c'est ça? Même Clamart. Votre réaction à ce reportage, Clément Beaune, ils approuvent pas, un peu légitimistes, un peu dépités. C'est ce que je rencontre aussi beaucoup sur le terrain. Il n'y a pas une adhésion spontanée quand il faut travailler plus et faire un effort. C'est très clair. Après, on parle de responsabilité. On a dit qu'on ferait cette réforme. Elle est nécessaire. On avance et on a passé le temps nécessaire. Et finalement, il y a eu à la fois pas de proposition de la part du Rassemblement national. Clément Beaune, à chaque fois vous dites ça, pardonnez-moi. Non, mais c'est très important parce que c'est la responsabilité politique aussi. Oui, mais à chaque fois vous dites ça, on a l'impression, et je pense que les gens qui vous écoutent ont l'impression que vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer. Pardonnez-moi. Et vous êtes là en train de dire, nous, on a une responsabilité juste pour les gens qui nous regardent et qui doivent se dire, mais il vit dans un... C'est lunaire. Monsieur Bardella, on va pas jouer à ce petit jeu-là. Je suis élu comme vous, je rencontre des Français comme vous, j'écoute leur colère comme vous. Et vous dites quoi? Et vous dites ça va passer? Vous dites ça va passer? On parie sur le fait que ça s'épuise, qu'il reste une rancœur dans le pays. Je vais vous dire. Vous pariez sur quoi pour la sortie de crise? C'est pas un pari, c'est une action. D'accord, mais quoi, je pense cette réforme, il faut... Pardon, non, les mots ont un sens, pardon. Il faut avoir une responsabilité. Cette réforme, Aurore Berger l'a rappelé, je l'ai rappelé, elle a suivi un chemin qui est constitutionnel et démocratique. Je ne laisserai pas dire... Avec le résultat qui est là aujourd'hui. Il y a de la colère. Cette colère, je suis convaincu, c'est pas une astuce, je crois qu'on le vit tous, on peut peut-être au moins s'entendre là-dessus, qu'elle ne se résume pas à la question des retraites. C'est la question du pouvoir d'achat, c'est l'inflation qu'on vit tous. Mais d'accord, mais l'action qu'on fait là-dessus, je peux répondre. Je ne vais pas faire la police pendant une heure. Vous suivez les affaires européennes, monsieur Bardella, vous savez, vous pouvez au moins reconnaître ça aussi, que c'est nous qui avons le plus d'actions pour protéger le pouvoir d'achat. C'est pas parfait. Les gens galèrent aussi, mais moins que dans les autres pays européens. On fait des choses. J'ai pas eu la réponse à la question que je posais. C'est pas grave. Je me tourne vers Olivier Marleix. Pardon, sur la suite, moi j'insiste, on en a parlé. Les questions de justice fiscale, par exemple. Essayer de faire contribuer plus les entreprises qui aujourd'hui se comportent de manière extrêmement indécente en rachetant des actions. Ça fait 6 ans qu'on vous le dit. Oui. Pardon, on a avancé. 6 ans que Macron nous dit qu'il mais on n'a pas avancé là-dessus. On n'a pas fait la prime d'activité. On n'a pas revalorisé les salaires au niveau du SMIC. On n'a pas fait des mesures pour le pouvoir d'achat. On attend l'indexation. Si ça c'est vrai, vous pouvez dire qu'il faut faire plus. Cette contribution, c'est une bonne idée, donc c'est ce que vous dites. Non, mais je dois donner la parole à Olivier Marleix. On calcule un petit peu les temps et il n'a pas parlé. Donc juste, est-ce que c'est une bonne idée? C'est la question du partage de la valeur, c'est la question de l'investissement dans nos services publics. C'est cette nouvelle page-là qui vous offrir. Olivier Marleix. J'ai annoncé 100 milliards d'euros pour l'investissement dans le ferroviaire. Ça, c'est concret. C'est la vie des gens, c'est les trains du quotidien. C'est ça qui change. C'est un problème de méthode Macron. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Moi, autant j'assume cette réforme sur le fond, autant je l'assume pas sur la forme. Ce problème de méthode, c'est l'absence de dialogue social. Pas aujourd'hui.
aujourd'hui, mais depuis 6 ans. J'ai reçu tous les leaders des organisations syndicales, à l'exception de la CGT. Ils m'ont tous témoigné de ce... Pourquoi pas la CGT ? Avec un certain dépit, parce que je n'avais pas compris qu'ils avaient beaucoup de propositions à faire. Le syndicat réformiste, un peu plus. En tout cas, ils m'ont tous témoigné du fait qu'il y avait un vrai mépris, un manque de dialogue de la part du président de la République. Cette crise, elle arrive au mauvais moment. La première chose que j'ai dite à Madame Borne au mois de décembre, c'est l'urgence, c'est quand même l'inflation. C'était le prix de l'électricité. Malheureusement, il n'y a pas eu de réponse à la hauteur. Toutes nos PME peuvent en témoigner. Le prix du pain, le prix du steak haché qui explose de 30%. Les Français ne le voient pas. On a la plus faible inflation 14% sur les produits alimentaires. Donc c'était sans doute pas le bon moment, c'est évident. Et je pense que le président ne l'a pas vu. Et oui, on a aussi le sentiment que le président, il voit tout ça de loin. Être dans un bar de nuit à Kinshasa, pendant qu'on parle de la réforme des retraites, tout ça crée un problème. Donc oui, il faut reprendre le dialogue. Il faut que le président de la République rompe avec cet éloignement. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Tiens, on cherche la méthode ce soir. Vous avez vu le titre de l'émission, crise politique, colère sociale, et maintenant, qu'est-ce que vous proposez, vous, pour sortir de ce climat de tension ? Je pense qu'il faut que le président de la République écoute ce que disent en ce moment les partenaires sociaux. Ils disent qu'il y a un vrai problème sur on parle du pouvoir d'achat des Français. Ils disent qu'il faut retirer la réforme. Non, ils disent... Pas tous, je parle aussi des employeurs. Je parle aussi des propositions des syndicats d'employeurs qui disent que oui, il y a un problème de logement dont il faut parler. Vous savez, ce qui fait exploser le pouvoir d'achat, qui fait perdre de l'argent aux Français au quotidien, c'est le logement. Le logement a pris. Aujourd'hui, l'explosion des prix du logement appauvrissent effectivement beaucoup les Français. On a le problème du coût des transports. Le prix de l'essence a explosé. Le gouvernement il faut distribuer de l'argent public. A été un peu sourd. Ça me surprend de votre part. Mais vous savez, le premier profiteur de l'inflation en ce moment sur l'essence, c'est qui ? Sur le carburant, c'est l'État. Donc oui, il faudrait que l'État restitue une partie des baisses. Regardez ce qu'a fait l'Allemagne, inspirez-vous. Il faut avoir un dialogue social sur Je m'interroge sur le prix du transport. La possibilité d'éteindre la colère sociale avec les mesures que vous proposez. Mais c'est ce qui fait le quotidien des gens. C'est l'explosion du prix du logement, l'explosion du prix du transport et le sentiment que le président de la République vit très loin de tout ça. Voilà. Sur le reportage de Clamart, sur le reportage de Clamart, il manquait quand même des jeunes. Et les jeunes sont aussi les impensés de cette réforme. On les a vus tout à l'heure dans le premier reportage. Oui, ils sont dans la rue, ils se mobilisent de plus en plus, les universités, les écoles commencent à être bloquées de manière massive, et pour autant, il n'y a aucune parole, aucun geste, aucune espèce d'attention à ces jeunes. Et là, il y a une manière de sortir de la crise, c'est de retirer le texte. Et il faudrait que ça se fasse urgemment, faute de quoi on va passer d'une crise qui est une crise, j'ai envie de dire traditionnelle, à quelque chose qui va devenir vraiment très éruptif, et on est en train de le voir. Donc là, maintenant, il faut retirer le texte. Aurore Bergé, il faut retirer le texte, c'est la seule solution pour calmer la colère sociale, dit Sandrine Rousseau. Déjà, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que si même on retirait le texte, qui s'exprime dans les manifestations soit uniquement concentré sur la question de l'âge de départ à la retraite et soit pas concentré d'abord, en effet, sur la question de la rémunération par le travail, sur la question du sens du travail dans la société, comment on fait en sorte pour pas avoir les mêmes carrières. C'est très inquiétant ce que vous êtes en train de dire. Non, mais parce que je pense qu'il faut être lucide. Le climat social. Il faut être lucide. Si vous êtes en train de dire, si on retirait cette réforme, ça ramènerait pas la paix sociale? Non, mais moi je suis juste lucide. On vit dans le même pays. On entend les mêmes colères. On entend les mêmes doutes, les mêmes angoisses. Mais la première de ces angoisses, c'est d'abord la relation qu'on a au travail. On n'a pas la même appréciation de la retraite qu'on aura ou qu'on n'aura pas en fonction du métier qu'on exerce, en fonction de la pénibilité de ce métier. C'est une évidence. En fonction du bonheur ou pas qu'on a à exercer tel ou tel métier. Donc moi, ce que je dis, c'est que la meilleure réponse pour sortir de la crise n'est pas de dire qu'une réforme qui a été adoptée doit être retirée, ou alors on rentre dans une autre crise, qui est une crise institutionnelle. Et je suis pas d'accord. Mais je ne dis pas, je dis l'inverse, François Ruffin. J'assume. Non, il n'y a pas de crise institutionnelle. Il y a des institutions qui tiennent. Et c'est ce qui se passerait la Ve République de tenir, malgré justement des moments de tension. C'est la force de cette Ve. Vous avez le droit de vouloir une autre République. Ça peut être un beau slogan et ça peut être un programme. Moi, je pense que la Ve République, nous pensons qu'elle a tenu et qu'elle tient sur ses fondamentaux, y compris justement dans des moments qui sont des moments de tension extrême. Donc non, pas de crise institutionnelle qu'on ajoute, mais une vraie réponse qui est d'abord une réponse sociale, qui est une réponse sociale sur le partage des profits. Il y a eu un accord des partenaires sociaux. Ils se sont mis autour de la table, ils se sont mis d'accord. Ce qu'on dit, c'est chiche, allons-y et allons-y vite, traduisons cet accord pour qu'il rentre dans le quotidien des Français et que le pouvoir d'achat augmente. On l'a fait sur le SMIC, on a augmenté le SMIC, on a le taux d'inflation le plus bas d'Europe. Donc on a protégé, évidemment et heureusement, le pouvoir d'achat. Ça n'a pas suffi visiblement. Est-ce que ça suffit pour tout le monde? La réponse est non. Mais comment on fait pour mieux protéger le pouvoir d'achat des Français? En protégeant leur emploi et en augmentant... Si on veut
éteindre la colère sociale, ça n'est pas en retirant le texte, ça ne suffirait pas. Il faut aller plus loin sur le partage de la valeur. Des profits dans notre société. Je me tourne vers vous, François Ruffin, avec cette contribution exceptionnelle pour les entreprises qui affichent des bénéfices tout en rachetant leurs propres actions. Le président a parlé d'une forme de cynisme. En tout cas, il m'amuse, le président de la République, puisqu'il avait déjà dit au moment de la crise des Gilets jaunes qu'il y avait un gros problème avec ces entreprises qui se mettaient des tas de profits dans la poche. Il l'a dit après la crise des Gilets jaunes, il l'a dit à propos des profiteurs de guerre en Ukraine, il l'a dit aux boulangers sur les prix de l'énergie, il le dit à peu près partout, mais il ne bouge pas. C'est-à-dire que quand c'est sur les Français, quand c'est sur les salariés, c'est 2 ans de plus et on l'impose. Quand en revanche, c'est sur les grandes entreprises, on n'y touche pas. Alors que, qu'est-ce qui vient d'être démontré ? Et là, c'est bien ou pas ? Mais non, ça ne rentrera pas dans les faits. Je veux dire, les promesses de M. Macron, il y a plus grand monde dans ce pays qui y croit, et moi, en tout cas, je n'y crois pas. Je ne crois pas du tout que ça va advenir. Et tout ça ne répond pas à une autre crise, qui est la crise démocratique. Il y a une crise démocratique aujourd'hui. Comment les gens peuvent se faire entendre ? On montre Clamart. Moi, chez moi, à Abbeville, qui est une cité paisible, eh bien, pour la première fois, peut-être depuis la Révolution française, il faudrait regarder dans les annales, après la motion de censure, la mairie a été envahie. Ce matin, le rond-point était tenu par des artisans. C'était des artisans eux-mêmes qui tenaient le rond-point en disant mais nous 2 ans de plus avec les épaules comme ça, on ne peut pas y arriver. Parce que vous savez qu'ils ne feront pas 2 ans de plus. Et c'est ça que vous devriez leur dire en responsabilité. Parce que vous savez que les métiers pénibles ne sont pas concernés. Parce que vous savez qu'ils ont commencé à travailler tôt et qu'ils ne sont donc pas concernés. Et donc vous allez sur les ronds-points et vous attisez leur colère. Mais oui, parce que la vérité, quand on est responsable politique, on devrait tous s'obliger à dire la vérité. Et quand vous avez des gens qui ont des métiers pénibles, vous savez pertinemment qu'ils ne sont pas concernés. Franchement, vous démontrez juste à quel point vous êtes hors de la réalité. Mais non, moi je vis avec les gens comme vous. Quand est-ce que vous avez vu un pouvoir à part pour réparer le toit de votre résidence secondaire ? Mais oui, je vous demande. Mais oui, quand est-ce que vous avez lu de Carmen Bonne-Lorraine et d'ailleurs, je peux vous raconter des histoires sur qu'est-ce qui se passe en matière de pénibilité très concrètement dans les entreprises. C'est qu'en ce moment, les gens, quand ils ont mal aux épaules, quand ils ont mal aux poignets, quand ils ont mal aux coudes, ils vont pas le dire à la médecine du travail. Parce que s'ils vont le dire à la médecine du travail, on les met en inaptitude, il n'y a pas de poste adéquat, ils sont virés de l'entreprise. Voilà ce qui se passe très concrètement. Et je peux vous prendre par la main, Madame Berger, et je peux vous amener à rencontrer les salariés. Mais oui, on y va. Les salariés de Carbone Lorraine. Et donc, du coup, on verra si vous le faites. Et du coup, aujourd'hui, il y a une question démocratique qui se pose. Et là, je veux dire, la solution, on l'a, nous. Retirer le texte. Mais évidemment, retrait du texte. Et vous entendez ce qui est dit ? Ça ne suffirait pas à calmer les colères. Parce qu'il y a une crise de sens, en fait. Là, il y a une crise de sens. Jean-Marc Bardella, vous allez moins parler que les autres. Allez-y. On a les mêmes débats qu'il y a 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, on se retrouve sur les plateaux de télé et on voit des Français mettre un gilet jaune et descendre dans les rues et dire on n'arrive plus à mettre de l'essence dans la voiture. On n'arrive plus à faire les courses et à remplir le caddie pour nos enfants. On n'arrive plus à régler les factures d'énergie parce qu'elles sont devenues trop importantes. Et 5 ans après, il y a les mêmes causes, il y a la même colère et il y a la même crise de fond. On est en train d'assister au réveil de la majorité ordinaire, de tous ces gens qui sont laissés sur le côté et qui ont le sentiment qu'ils ne sont jamais considérés par les pouvoirs publics, qui ont le sentiment de payer toujours plus, à qui on prend toujours plus sur les classes populaires, sur les classes moyennes, d'être toujours plus prélevés, d'être toujours plus taxés et de n'avoir en retour aucun service public, d'avoir de moins en moins de qualité dans les services publics et surtout de n'avoir aucune considération de la part de l'État. Donc on assiste au réveil retirer cette réforme ne servirait à rien et ne calmerait pas la colère. Ce qui est très intéressant, c'est que les gens qui descendent dans les rues ne descendent pas dans les rues pour acquérir de nouveaux droits. Ils se battent pour défendre leurs acquis, parce qu'ils ont le sentiment que les gens qui sont à la tête de l'État détricotent leurs acquis et leur modèle de protection sociale. Il faut évidemment retirer ce texte. Et c'est la raison pour laquelle nous avions proposé très simplement, dès le début, parce qu'on a été les plus responsables et les plus sereins sur ce débat, c'était de soumettre ce texte au référendum. Si on avait eu un référendum, si le président de la République avait dit « Ok, j'ai peut-être été élu, je n'ai pas eu de majorité. » Alors vous n'avez pas été les seuls à déposer un référendum. Mais nous avons déposé une motion référendaire, vous avez refusé de la voter par sectarisme. Non, on n'a pas déposé la motion. Je pense que votre sectarisme, il pousse un peu à la vitesse et c'est regrettable. Il y a quand même un sujet qui est une crise de sens. C'est-à-dire que là, pourquoi les jeunes vont dans la rue ? Parce qu'en fait, pas que les jeunes qui vont dans la rue. Non, mais les jeunes rentrent dans la rue. Pourquoi ? Parce que leur avenir est en jeu. Là, on est dans une société productiviste qui court à sa perte, qui est vraiment dans une espèce de fuite en avant sur on fait du PIB, on satisfait les marchés, on ne sait pas pourquoi.
pourquoi. Tout cela est destructeur. C'est destructeur de nos corps, c'est destructeur de nos vies. Ça n'a rien à voir avec la réforme de la planète. Et non, mais cette réforme des retraites, elle est emblématique de ce modèle de société dont on ne veut plus. Et en fait, la sortie du Covid, c'est aussi un éveil aux questions de limites, aux questions de quelle société nous voulons ensemble. Et en fait, travailler plus, c'est ça que vous dites. Non, déjà, il faut travailler moins, partager le travail. Et par ailleurs, il faut s'interroger sur quelle société nous voulons. Et c'est une société du partage, du ralentissement. Ça n'est pas une partie. C'est aussi de l'enrichissement. C'est aussi, selon vous, ce qui se dit dans les cortèges. Je partage ce constat que fait Jordan Bardella sur le côté assez désespérant de la situation. On a le le sentiment que depuis 5 ans, le président de la République n'a rien appris, et qu'un certain nombre sur le comportement, sur la méthode, et ce que le fond des problèmes qui étaient soulevés par les Gilets jaunes sont toujours là, que ces problèmes, une fois encore, de pouvoir d'achat sont toujours là. La question, c'est comment est-ce qu'on finance tout ça? J'entends jamais le Rassemblement national proposer des solutions. Parce que si on veut sauver notre modèle social, il faut aussi accepter de réformer sur certains sujets. Et je vous entends faire aucune proposition. Quand vous dites que l'effort porte toujours sur les mêmes, vous avez raison. L'effort porte un peu trop toujours sur les mêmes. Et oui, il faudrait essayer de remettre un peu tout le monde au travail. Mais la seule candidate à l'élection présidentielle qui a refusé l'idée qu'on demande 15 heures d'activité aux allocataires du RSA, c'est Marine Le Pen. Donc il faut un peu de cohérence. Oui, il faut demain que la solidarité soit plus justement répartie. Mais c'est votre seul argument. Oui, parce que vous nous faites l'accent. Mais Madame Le Pen, elle a perdu 3 fois l'élection présidentielle. Vous voulez perdre 4e. Donc on parle de ça, je peux vous. Si le débat n'a pas progressé depuis 5 ans à ma droite, avec vous, il n'y a pas non plus beaucoup progressé. Donc quelle solution? On revienne à notre sujet. Il y a des sujets qui ont été évoqués. Crise démocratique. C'était important de reparler de ce qui s'est passé, parler au moment des Gilets jaunes. Vous avez raison. On n'a pas l'impression que, en termes de méthode, pour faire retomber la pression, j'ai entendu retirer le texte. Vous avez dit, ça ne suffirait pas, peut-être parce qu'il y a d'autres formes de colère. Je voudrais qu'on écoute Laurent Berger, qui fait partie d'un syndicat qu'on appelle réformiste. Il était dans le cortège, naturellement, cet après-midi, auprès d'Élise Lucet. On l'écoute. Laurent Berger, là, on est en train de remonter vers la place de la Bastille. La manifestation intersyndicale, elle commence dans à peu près 2 heures. La loi, elle a été adoptée. Il y a eu le 49.3, il y a eu le rejet des motions de censure. C'est quoi la manif d'aujourd'hui? C'est un baroud d'honneur? Non, c'est pas un baroud d'honneur. Je crois que la contestation, elle est toujours aussi forte. On a depuis le début une loi qui a été rejetée par l'opinion, très massivement, qui a fait l'objet de la plus grande mobilisation sociale de ces 40 dernières années. C'est pour ça que le mot d'ordre d'aujourd'hui qui dit retirer cette loi, Monsieur le Président, c'est pas ce qu'il a dit hier évidemment, mais retirer cette loi, et puis on repart de zéro. Qu'est-ce que vous dites là? Vous avez Emmanuel Macron face à vous, là. Qu'est-ce que vous lui dites? Je lui dis, Monsieur le Président de la République, recevez l'intersyndicale. Ce que vous auriez dû faire déjà depuis quelques semaines. Recevez l'intersyndicale et on fait pause. On trouve les moyens de reparler du travail, de reparler d'équilibre de retraite, etc. Mais on repart autrement. Vous dites toujours, vous, la CFDT, quand une loi est votée, elle est votée. C'est la loi. Bon, là, certes, elle n'a pas été votée parce qu'il y a eu 49.3, mais de fait, elle devrait être promulguée, là. Il n'y a pas encore le Conseil constitutionnel qui a été saisi sur 2 domaines. Et sur la constitutionnalité de la loi. Et le deuxième point sur lequel le Conseil constitutionnel est saisi, c'est cette initiative de référendum d'initiative partagée. Ça serait une bonne porte de sortie entre nous. Ce serait une bonne porte de sortie. C'est ça le référendum d'initiative partagée qui serait une bonne porte de sortie? Oui, c'est une bonne porte de sortie parce que ça permettrait de dire, très simplement, écoutez, on repose les affaires et on voit s'il y a serait-ce que 5 millions de citoyens qui veulent aller au référendum sur ce sujet-là. Donc ça peut être une des portes de sortie. Vous savez, on est dans un moment de blocage, on l'a bien vu. On l'a vu hier. Et on le voit depuis début janvier. On n'a pas été reçu une seule fois par quiconque, ni le président de la République, ni la première ministre, ni le ministre du Travail. Et hier, on a un truc qui consiste à dire, écoutez, maintenant on va ouvrir d'autres chantiers puis on va vous recevoir. On ne peut pas effacer l'ardoise magique comme ça ne se passe pas comme ça. D'accord, si le Conseil constitutionnel valide la loi et s'il n'ouvre pas la porte à un référendum d'initiative partagée... On se comportera en conséquence. C'est-à-dire? Y a un moment donné, de toute façon, on ne va pas emmener les gens dans le mur. Donc on verra bien ce qui se passe. Si la loi est promulguée, ce sera d'autres types d'actions qu'il faudra mener. Il faudra amener les choses sur la réalité du travail, notamment on nous parle d'usure, etc. On fera ce travail-là, il n'y a pas de problème. Vous irez à la table des négos. On n'est pas en train de devenir des factions ou des factions, comme le président l'a dit. On est des gens qui avons toujours respecté la légalité, etc. Mais jamais un mouvement social a été traité de la sorte. Et personnellement, vous, là, qu'est-ce que vous dites justement de cette impossibilité de dialogue avec le président de la République, mais avec le gouvernement aussi? C'est une forme de sidération, en fait. C'est une forme de sidération. C'est de se dire, on est dans un pays où des millions de travailleurs, et encore une fois, des travailleurs normaux,
beaucoup de gens du nettoyage, de l'agroalimentaire, de la restauration, etc. Des jeunes, des vieux, des actifs. Et donc c'est ça qu'il faut écouter. Il faut écouter, respirer. Quand on gouverne, il faut écouter le cœur du pays. Il faut écouter comment il respire. Et là, on a l'impression que non, c'est tout de façon surplombant, sans regarder à hauteur de femmes et d'hommes ce que ça donne. Je vous demande un mot pour qualifier pour vous le président de la République, son gouvernement aujourd'hui par rapport à ce mouvement social. Ce serait quoi comme mot? Décalé. Avec, je crois, une non-perception de la réalité qui est en train de se jouer dans le monde du travail. Ça va laisser des traces dans les urnes, ce qui se passe là, non? C'est un des risques. Vous voyez bien, comme moi, qu'il y a en embuscade le Rassemblement national qui dit rien, qui est tapis dans l'ombre, qu'on n'a rien à faire du travail des travailleurs des retraites, mais qui va, pour accéder d'une certaine manière aux responsabilités, va se saisir de ça. J'ai été frappé, moi, la réaction après le 49.3, la première réaction, celle de Marine Le Pen, en disant que si j'arrive au pouvoir, eh bien, j'annulerai cette loi. Ils sont malins, le Rassemblement national, là, dans ce conflit en ce moment? Ils ne sont pas très courageux parce qu'ils sont très discrets, parce que je ne sais pas s'ils ont une pensée sur les retraites, mais ils sont assez malins en termes de posture, ouais. Merci à vous, Laurent Berger. Merci. Jordan Bardella, forcément, la parole est à la défense. Vous n'aimez pas les travailleurs, vous n'êtes pas très courageux. Écoutez, moi, d'abord, je suis très serein autour de cette table parce que je suis le seul à ne pas avoir voté pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle là sur ce plateau. Non, moi non plus. Donc, si vous non, je n'ai pas voté pour le président de la République. Vous allez faire un scoop et vous allez. J'ai voté blanc. Pardonnez-moi, j'ai voté blanc. Vous ne devriez pas vous avancer sur ce qui s'est passé dans le secret. Tous les mouvements politiques, tous les patrons de la NUPES, tous les chefs de file de tous les partis politiques de la NUPES, les syndicats ont tous appelé à voter Emmanuel Macron au second tour. Et c'est vrai que c'est très paradoxal aujourd'hui de venir nous adresser ce genre de critiques quand on a fait élire celui qui met en œuvre cette réforme pour venir s'en offusquer quelques mois plus tard. En vérité, quand Emmanuel Macron dit hier, il n'y a pas d'alternative, c'est un réflexe totalitaire. En démocratie, il y a évidemment. Quand on dit il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de démocratie. Quand on est en démocratie, l'alternance c'est sain. Il y a une alternative là, elle ressemble à quoi l'alternative? Aujourd'hui, non pas seulement un bouclier social pour les Français, parce que je pense qu'on est les mieux disants sur cette réforme et que nous on considère quand vous avez commencé à travailler entre 17 et 20 ans, vous devez partir à 60 ans et 40 annuités. Je pense que c'est des propos que vous avez eus sur de nombreux plateaux pendant des semaines. La question que je vous pose, elle est toute simple, c'est et maintenant? Comment ce gouvernement peut gouverner pendant 4 ans? Par exemple, votre réaction peut-être à ce que disait Laurent Berger, on a l'impression que tout se joue aujourd'hui dans le bureau du Conseil constitutionnel. C'est ça? Je pense que la France n'est pas un tableur Excel et que la politique doit reprendre ses droits. Il faut entendre ce que veulent les gens. Il y a des crises structurelles aujourd'hui. Qu'est-ce que vous proposez comme réforme? Un référendum d'initiative partagée. Comme question, qu'est-ce que vous proposez comme réforme? Instaurer il faut modifier sur le pouvoir d'achat nos institutions et instaurer le référendum d'initiative citoyenne. C'était une très grande revendication qui a été portée par le mouvement des Gilets jaunes. C'est dommage que le président de la République... Parce que, pour réconcilier les dirigeants avec le peuple c'est quoi? C'est ceux sur qui s'exerce le pouvoir. Et ceux sur qui s'exerce le pouvoir ont le sentiment que les gens qui sont au pouvoir dirigent contre eux. Donc, il faut donner vie au peuple français. Et je pense qu'il faut instaurer ce référendum d'initiative citoyenne et instaurer aussi la proportionnelle. Pour l'instant, on a un référendum d'initiative partagée. Oui, mais qui ne sert à rien. Pourquoi? Rien. Je veux dire, vous pouvez peut-être rappeler la procédure, on peut peut-être le faire en quelques mots. Vous allez voir, on va rappeler la procédure, elle est affichée. Voilà. Donc, pour qu'il y ait un référendum, il faut que 185 parlementaires, ça c'est bon. Ne se saisisse. En fait, en gros, que l'Assemblée nationale refuse de se saisir du texte. Elle le fera, évidemment. Donc, la probabilité le texte, c'est déjà en 49.3. Vous savez très bien que la probabilité que le RIP arrive à terme et qu'il y ait un référendum est quand même très faible. Le vrai sujet, c'est que le président de la République a entre les mains, aujourd'hui, parce qu'il est la source de blocage, il peut aussi être la clé de déblocage par le référendum ou le retrait de ce texte. Clément Beaune. Moi, je suis d'accord avec l'idée qu'il faut des évolutions démocratiques, des évolutions constitutionnelles dans notre pays. C'est pas lié au président de la République, soyons honnêtes. Vous avez vu, vous n'étiez pas trop les bienvenus dans les cortèges. Donc, c'est pas le sujet de telle ou telle personne. Je pense que j'aurais été un peu mieux accueilli que vous, mais... Vous avez tort de dire ça, Jordan Bardella, parce que moi, j'ai des contacts chaque jour avec les syndicats. Et j'étais encore il y a 2 jours dans un dépôt de bus où il y avait des syndicats CGT. On a discuté. On n'a pas été d'accord. Mais allez-y, on peut y aller ensemble pour voir si l'accueil sera franc et courtois. Mais moi, je suis d'accord pour qu'il y ait des évolutions démocratiques. Il y a une réforme institutionnelle qui va s'engager. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, Caroline Roux. On se comporte tous comme si les choses s'arrêtaient maintenant. Bien sûr, ce moment, il est important. Ce moment, il engage notre responsabilité à tous. Je pense que ce qui se passe dans l'enceinte de l'hémicycle, les comportements... Monsieur Ruffin, quand vous parlez de haine,
Faites votre examen de conscience aussi. Vous n'avez pas arrêté de jeter l'huile sur le feu depuis 6 ans. Vous avez dit que vous détestiez le président de la République. Vous êtes venu devant l'Élysée pour dire qu'il devait de la France insoumise déborde dans la rue, a dit la Première ministre. Bien sûr, Madame Panot a parlé de Caligula, un empereur despote, en parlant du président de la République. Est-ce qu'on peut tous se calmer un peu et avoir des mots responsables et respectueux? Je pense que ce soir on y arrive. Ça ne doit pas être si difficile d'y arriver tous les jours et on peut assumer des désaccords. Sur le référendum d'initiative partagée, vous dites très bien, il faut changer peut-être les méthodes. Vous êtes favorable, par exemple? C'est le président de la République qui a voulu engager un travail avec tous les partis politiques. Mais pour la réforme des retraites? Mais pas pour la réforme des retraites. Pardon, mais soyons sérieux. Non, moi, je refuse de dire qu'il n'y a pas de cadre démocratique. Parce que je crois que quand on est ministre, parlementaire, élu, et qu'on dit ça, on ne respecte pas ceux qui ont voté pour vous. Et il y a eu une élection présidentielle. C'est de la politique à l'ancienne. Non, pardon, vous faites des slogans depuis 1 heure, Madame Rousseau. Donc, s'il vous plaît, un peu de décence. C'est vraiment de la politique. Il n'y a pas une élection présidentielle? Il n'y a pas une clarté sur la réforme des retraites? Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir un générique des années 1980, là. Qu'est-ce une première force politique qui est à l'ancienne dans ce qu'il dit? En fait, il n'y a aucune espèce de prise de conscience de la situation dans laquelle nous sommes, et il n'y a aucune espèce de prise de conscience que nous sommes à la fin d'un modèle économique, d'un modèle tel qui fonctionne. C'est un slogan, ça, Madame Rousseau. C'est quoi votre proposition? On ne peut pas continuer comme ça. C'est quoi votre proposition à part les barbecues? Elle brûle. D'accord, c'est quoi votre proposition sur l'écologie, Madame Rousseau? Ok, dites une proposition, vous avez l'occasion de le faire. C'est travailler moins, elle l'a dit tout à l'heure. Ralentir. Ralentir. Problème climatique. En fait, là, vous êtes sourd et aveugle, vous êtes toujours dans vos éléments de langage, c'est toujours les mêmes depuis 3 mois. Mais Madame Rousseau, arrêtez d'être obsédée par moi, faites une proposition. Faites une proposition, vous avez l'occasion de le faire. Moi, j'ai entendu de vous que le barbecue sur l'écologie. On partage le travail, on fait des critères de pénibilité, on finance avec des cotisations faisons ce travail sur la pénibilité, faisons ce travail sur les salaires, faisons la taxe sur les super profits. Qu'est-ce qui se passe pendant un programme social? Alors, la question est très simple. Je commençais l'émission comme ça. Sans doute que les gens qui vous regardent ce soir, après cette motion de censure, qui est donc, ça s'est joué à 9 voix, se posent une question. 4 ans? Comment on fait pendant 4 ans? Olivier Marleix. Je voudrais revenir comme d'un mot sur ce qu'a dit Laurent Berger, parce que Laurent Berger répondre à ma question. Est un responsable syndical, oui, mais ça en dit très long, ce qu'il dit. C'est le patron d'un syndicat réformiste, et il dit qu'il n'y a plus aucun dialogue. Moi, je me souviens de Nicolas Sarkozy, président de la République, arrivant à faire signer à la CGT, je ne sais plus en 2009 ou 2010, un accord par lequel la CGT, à EDF, on parle d'EDF, renonçait à 5 ans, acceptait de travailler 5 ans de plus. Vous mesurez la différence quand même d'implication dans le dialogue social? C'était peut-être une autre époque, Olivier Marleix. C'était peut-être une autre époque? C'est un autre comportement. Sur l'humeur du pays. Je pense que fondamentalement, mais l'humeur du pays, elle est aussi le résultat d'une fracturation. Je pense qu'Emmanuel Macron a une vraie responsabilité dans cette fracturation. Il y a une stratégie électorale. Je rejoins l'analyse de M. Ruffin sur la division en 3 du pays. Ça, c'est la stratégie du président de la République qui a voulu pousser la gauche modérée, les gens de gauche, dans les bras de M. Mélenchon et pousser les gens de droite dans les bras de Marine Le Pen pour être sûr de camper sur une espèce de position centrale en rempart des extrêmes. C'est mortifère pour notre pays. La fracturation de l'Assemblée nationale, c'est le résultat de cette stratégie. Donc, la fracturation qu'on constate dans la rue, dans le pays, c'est le résultat de cette stratégie. Donc, fracturation aussi au sein de votre parti, vous le reconnaissez? Il faudra qu'on en sorte, mais c'est ce jeu de cette stratégie de fracturation qui a fonctionné au Parti Les Républicains quand même. Oui, qui malheureusement, mais c'était le but du président de la République, c'était quoi? C'était qu'il n'y ait pas d'alternative modérée à lui. C'était de pouvoir se poser en espèce de rempart de la démocratie contre les extrêmes. Donc, non, mais c'est un sujet sérieux, parce que je pense que l'état du pays, il est en grande partie... Bien sûr que c'est un sujet sérieux. Comment gouverner pendant 4 ans? Eh ben, c'est le président de la République qui est le Ils vous ont tendu la main. Elisabeth Borne doit faire des majorités. Elle va recevoir les responsables de parti. Il a lui-même répondu à cette question. Il en est, je crois, incapable. Il n'a été capable que de faire des débauchages, et c'est tant mieux, parce qu'on ne partage rien, on ne partage pas grand-chose avec le président de la République. Mais juste, pardonnez-moi, Olivier Marleix, Édouard Philippe dit il faut une coalition avec tous ceux qui se reconnaissent dans le bloc central des LR aux élus de la gauche et qui ne se retrouvent pas dans la NUPES. Édouard Philippe propose de parachever le projet d'Emmanuel Macron, d'avoir cette espèce de grande force centrale. Moi, je refuse de rentrer dans ce jeu politique. C'est tout notre combat, c'est de réconcilier ce pays un jour et de ne pas vivre dans cette allons à la dissolution. Dans lequel on aurait allons à la dissolution, dit Jordan Bardella. Je veux dire, vous savez, quand nous on a une boussole, c'est le peuple français. Pourquoi pas? Quand le pays est bloqué, pourquoi pas, dit Olivier Marleix. Si c'est la solution. À ce moment-là, si le président de la République nous dit, moi je ne peux pas gouverner autrement que par la force et par la brutalité, et que dans un éclair de lucidité, il se dit, mais si, parce que en vérité, la politique que vous menez, elle est triste. C'est
Là, les gens qui vous écoutent ce soir disent, mais est-ce qu'un jour on va avoir à la tête de l'État des gens qui nous aiment? Je pense que les gens qui ont écouté le président de la République hier auraient aimé entendre des mots d'empathie, de bienveillance. Ils veulent de l'amour, les Français? Je pense qu'ils ont envie d'être aimés, surtout d'être respectés par les gens qui sont au pouvoir. Or, quand on passe par la force, quand on humilie les représentants démocratiquement élus du peuple français, qu'on refuse d'entendre les mobilisations populaires, on manque de respect au peuple français. Et je pense qu'il faut remettre un peu d'humain et un peu de bienveillance dans la politique. Et la politique, c'est pas un truc froid, c'est pas un tableur Excel. La réforme des retraites, la réforme des retraites, si vous voulez, c'est pas juste de la comptabilité. Derrière, il y a des gens, derrière, il y a des vies. Alors, c'est une critique qu'on a. Augmenter les petites retraites. Il y a des gens dont il faut augmenter les petites retraites. Vous avez raison. Et si nous sommes au pouvoir, nous le ferons. Respecter les négociations. Juste peut-être avec vous, Aurore Berger. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu cette critique, pas simplement dans la voix du Rassemblement national, sur le manque d'empathie, sur une forme de brutalité de la part du chef de l'État, hier, dans cette interview. Mais je crois qu'il a surtout dit la vérité. Non, mais je crois que quand on fait de la politique, d'abord, c'est la première des responsabilités qui doit être la nôtre, de dire la vérité sur l'état de nos comptes publics, sur la nécessité de continuer à réformer le pays, et sur la responsabilité qui doit être la nôtre, de continuer, en effet, ils ont besoin d'amour, les Français, vient de dire Jordan Bardella. Je pense que les Français ont besoin de respect, ils ont besoin de respect, ils ont besoin de considération, ils ont besoin de responsabilité, ils ont besoin de vérité. Ce qu'on dit, c'est que quand on est en majorité relative comme on l'est, ça veut aussi dire que les oppositions, elles ont une responsabilité absolue. Soit on décide qu'en effet, pendant 4 ans, tout est bloqué, qu'on ne fait plus rien, ou alors qu'on ajoute de l'instabilité démocratique par dissolution sur dissolution, ou alors on assume qu'on peut avoir des sujets sur lesquels on se rassemble. On a voté avec la gauche un texte important sur les enjeux écologiques. On a voté avec la droite un texte important mardi dernier sur la question du nucléaire. Donc, alors c'est vrai que pour les gens dire que c'est possible, car peut-être qu'il y a des gens qui vont regarder et qui n'ont pas suivi ce débat. Je voudrais leur donner les éléments de compréhension. C'est vrai qu'il y a eu cette semaine une majorité un peu baroque, notamment sur la question du nucléaire. Le Rassemblement national a voté avec le PC, avec Renaissance, avec les Républicains. Et c'est passé. Et c'est passé. Mais écoutez, on vote pas avec. Quand vous avez des gens... On a voté un texte qui était important. Quand vous avez des gens qui vous disent « J'ai ouvert la fenêtre, le ciel est bleu ». Si le ciel est bleu, vous n'allez pas dire que le ciel est gris. Mais ça veut dire qu'il y a des majorités possibles. Moi, je pense que le nucléaire est un gage de souveraineté, de compétitivité pour les entreprises. Et aujourd'hui, ce qui est contradictoire, c'est que Madame Borne, qui a fait fermer Fessenheim, elle vient dire il faut relancer le nucléaire. Au moment où vous vouliez sortir du nucléaire. Et le contraire de tout. Je vais faire réagir. On va pas faire le débat du nucléaire. C'est intéressant le reproche que m'a fait M. Marley tout à l'heure. Il me dit mais vous votez avec la NUPES. Mais en 1990, quand il y a eu la motion de censure contre Rocard, vous avez groupé vos voix à celles du Parti communiste français. Est-ce qu'on vous a dit que vous étiez devenu soviétique ou communiste? Non, mais donc on a le droit de dans l'intérêt des Français de laisser passer cette action. Alors là, il y a des gens qui vous regardent et qui considèrent que c'est inaudible, donc on fait un tout petit peu retomber la pression. Ce que dit le président, c'est ça. Il dit on va saucissonner les textes et puis on va, je caricature, sur l'immigration, c'est ça, on va le couper en plusieurs parties et on va essayer, pour trouver des majorités. Je me tourne vers vous, on va essayer d'avancer qu'à un cas, de trouver des majorités. Moi, je pense que c'est pas placer le débat au bon endroit. Avancer pendant 4 ans? Non, gouverner? La question, c'est pas comment on construit de briques et de brocs par des bricolages et des bidouillages des majorités à l'intérieur de l'Assemblée nationale. C'est comment on construit une majorité à l'intérieur du pays. C'est comment on rassemble les Français. Comment, à la place d'être le porteur de la division, on devient le garant de l'union. Et on aurait tant à faire ensemble. C'est parce que le pire pour moi, c'est le gâchis que ça représente pour notre pays, toute cette année-ci. On a un hôpital qui est en lambeaux. Nous devrions le reconstruire. On a une école de la République où on recrute des enseignants en job dating. On devrait reconstruire ça. On a un rail qui ne fonctionne pas. On devrait le reconstruire. Et, plus important de tout, on a un défi climatique face à nous qui réclame du travail, qui réclame qu'on ait des ateliers de réparation, par exemple, un par quartier, un par canton, que notre rail soit réparé, qu'on ait les logements qui soient transformés. Il y a tout ça qu'on aurait à faire ensemble. Et à la place de se porter ensemble, de canaliser nos énergies, de canaliser notre main-d'œuvre, de canaliser notre savoir-faire, notre intelligence, nos capitaux en une direction qui est affronter ce grand défi climatique. Il y aurait un consensus sur ces sujets-là ? Je pense qu'il y avait le moyen de chercher ça. Moi, je suis Roosevelt 1942. Il y a, rien de moins. Il y a la mise en place d'une économie de guerre face au grand défi qui est affronté pour les États-Unis. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons de la même manière
à affronter un grand défi que nous pourrions faire de manière plus large, ensemble, sur une économie de guerre climatique. C'est-à-dire, je ne vous parle pas des partis, je vous parle des Français que je vois. Les Français que je vois dans la rue, ils sont prêts demain à soigner, à enseigner. Mais il faut que ça passe par là. Il faut quand même que ça passe par le Parlement ou pas, à un moment donné. Évidemment, mais là, je veux dire, la question, c'est comment on renoue avec le peuple. Comment on fait pour que le peuple se rassemble plutôt... Et alors, évidemment... Et qu'ils aient confiance en vous. C'est contradictoire ce que dit M. Ruffin. Excusez-moi, mais il y a une étape préalable évidente qui est le retrait de ce texte. Parce que ce texte... Pourquoi Parce que ce texte est le porteur de désunion. Or, aujourd'hui, vous savez, M. Macron va rencontrer Charles III à Versailles ce week-end. Je me dis peut-être qu'il y aura une épiphanie. Peut-être que si ça se trouve, c'est le roi d'Angleterre qui va venir donner des conseils de démocratie, voire de république, au président, en lui disant nous on est une monarchie, mais quand même, c'est pas une monarchie absolue. Parce que parce que là, ce qu'on a de sentiment, je veux dire, quand vous rencontrez les Français comme aujourd'hui, ils vous disent mais qui sont les factieux ? Est-ce que c'est nous ou qui est-ce qui se défie les factions et les factieux évoqués par le président de la République. On nous dit voilà, c'est quoi la France pour lui ? C'est un joujou qui peut casser. Je vais faire réagir Clément Beaune à ce que vous dites. Le sentiment, je vous le dis, d'une espèce de monarchie absolue où tous les pouvoirs sont aujourd'hui entre les mains d'un seul homme. Clément Beaune. Encore une fois, mais on pourrait reprendre François Ruffin. À chaque fois, les mots ont un sens, on est en République et vous y participez, c'est très bien comme ça. Mais pourquoi factieux alors ? Mais attendez, Monsieur Ruffin... Déjà, pourquoi monarque ? C'est beau et... C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui a dit qu'il y avait une vision monarchique. C'est lui qui l'a dit qu'il manquait quelque chose qui était le roi. Il l'a répété plusieurs fois, cette vision monarchique. Vous l'avez déjà fait le coup, je connais cette interview, on la relira ensemble, François Ruffin, vous verrez que tout ça est faux. Mais ce que vous dites, c'est beau et c'est juste, François Ruffin, sur l'union et sur le rassemblement. Mais vous faites exactement le contraire. J'étais presque tenté de vous croire, mais allons-y. Vous avez parlé du rail, ça m'intéresse un petit peu. Sur le ferroviaire, je suis ministre des Transports. On va avoir... Ça a été annoncé par la Première ministre, 100 milliards d'euros d'investissement dans notre système ferroviaire. Ça va être discuté au Parlement dans les prochaines semaines. Si vous pensez que c'est bien, et d'ailleurs il y avait une députée écologiste, il y avait même une députée du Rassemblement national qui a travaillé sur ce projet qui a été remis par tous les partis à la Première ministre. Vous allez donc nous soutenir. Ça serait une première parce que vous n'avez voté aucun des textes. Il y en a peut-être qui n'étaient pas bien, il y en a peut-être qui étaient un peu mieux, vous en avez voté aucun personnellement, ni Madame Rousseau. Aucun depuis qu'on a commencé cette législature. Vous n'avez même pas approché l'idée de voter un texte. Des collègues de la NUPES, à vous, socialistes ou communistes, ont voté certains textes. Les communistes ont voté sur le nucléaire. Les socialistes ont voté sur l'énergie renouvelable. Donc vous voyez que c'est possible. Moi, je suis d'accord pour que dans des moments importants, il y ait des points sur lesquels on puisse travailler ensemble. L'urgence climatique, je suis d'accord pour qu'on puisse y travailler. Mais c'est pas un slogan. C'est pas juste dire l'urgence climatique, c'est faire des propositions concrètes. C'est l'investissement dans le ferroviaire. C'est l'interdiction des véhicules thermiques. Ça veut dire qu'il peut y avoir des majorités sur certains textes. Moi, je veux qu'on passe des slogans aux choses réelles. Parce que vous voyez, à l'Assemblée nationale, moi, j'étais porteuse d'un amendement de 5 milliards sur le ferroviaire. C'était 3, Madame Rousseau. Et 3,5 plus 1,5. Et Eva Sass était porteuse d'un amendement sur la rénovation thermique des logements. Et en fait, ça a été voté par l'Assemblée nationale. Par exemple, il y a eu un vote en faveur de ces amendements, donc d'une majorité à l'Assemblée nationale. Et dans le 49.3 que vous avez fait, vous avez renoncé Madame Rousseau, à ces avancées. Est-ce que vous pouvez dire toute la vérité sur cet amendement Madame Rousseau, est-ce que vous pouvez dire toute la vérité sur cet amendement C'est pas vrai ce que vous dites. Mais bien sûr que si. Il était financé comment cet amendement Il prenait 3 milliards en moins sur le bouclier tarifaire. Non, ça n'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Ça n'est pas vrai. Je peux vous le montrer, chacun vérifiera. Non mais vous voyez, c'est un truc où en fait, quand le président de la République prend la parole et traite un mouvement social historique de factieux, en fait on se dit mais c'est pas exactement ce qu'il a dit. Il a dit les mobilisations. Distinguer entre les manifestants responsables et les violences. Il parle de foule comme si nous étions des espèces de hordes de sauvages. Bref, à un moment donné, la question... Et donc, je vois bien avec les amendements dont on parlait à l'instant, soit ça vient de vous, et alors c'est bien, et c'est la vérité, chiche, Madame Rousseau, on va travailler ensemble, et vous serez dans l'hémicycle pour voter le plan sur le ferroviaire. On va travailler ensemble, il vous dit. Vous voulez pas qu'on travaille ensemble sur le ferroviaire ? J'aurais essayé. Je voudrais qu'on donne la parole à Céline Verselletti, secrétaire confédérale de la CGT. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Alors on va préciser... Vous êtes là avec moi ou pas ? J'ai l'impression que vous discutez avec quelqu'un d'autre. Céline Verselletti, vous êtes avec moi ? Eh bien, je ne crois pas. Oui, tout à fait. Pardon. Ah si, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur le plateau de l'événement. Votre nom est de plus en plus cité pour remplacer Philippe Martinez dans quelques jours. On ne va pas évoquer ce sujet, mais je fais les présentations pour les gens qui nous regardent ce soir. Nouveau mouvement, nouvelle mobilisation décidée ce soir. Ce sera le 28 mars.
Donc, j'allais dire, malgré le 49-3, en tout cas, malgré ce qu'on a entendu sur le plateau, avec un vote qui est considéré comme légitime et institutionnel par le gouvernement, vous l'avez dit les uns et les autres sur ce plateau, en tout cas Aurore Berger et Clément Beaune, la mobilisation continue. Ah ben oui, et je dirais surtout aussi parce qu'il y a le 49-3, et je dirais que ce 49-3 attise un peu plus la colère, et d'ailleurs, on l'a vu, hein, aujourd'hui c'est à nouveau une mobilisation qui est énorme, vous avez vu les chiffres, plus de 3 millions de personnes qui sont descendues dans la rue pour manifester sur tout le territoire. On aura aussi des multiples actions tout le week-end, hein, parce que c'est pas uniquement mardi prochain. En effet, mardi prochain, ça sera aussi une grande journée. Mais tout le week-end, vous allez voir des initiatives, des blocages, l'occupation de l'espace public aussi. Et puis, il y a toujours les secteurs professionnels qui sont en grève, grève reconductible. Et nous comptons élargir la mobilisation, même par la grève, parce que justement, on voit un gouvernement et surtout un président de la République qui ne nous entend absolument pas et qui veut nous imposer, parce que là, il s'agit d'imposer puisqu'il n'y a pas eu de vote, il n'y a pas eu de temps parlementaire respecté, donc il veut nous imposer une réforme qui est véritablement une régression sociale. Céline Verzelletti, quand on fait grève, ça coûte cher. Vous dites aux salariés, ça vaut le coup, il faut continuer, on peut arriver à faire plier le gouvernement. Vous y croyez réellement ? Le président, il est apparu très déterminé. On a entendu Aurore Berger, Clément Beaune ce soir, et d'ailleurs Olivier Marleix disant aussi qu'il faut tenir, très déterminé sur le fait de faire cette réforme. Alors, il a l'air très déterminé, mais moi je dirais, pour moi en tout cas, je traduis plutôt son allocution, comme quelque chose qui ne répond absolument pas aux urgences. Ça a été dit d'ailleurs sur votre plateau, aux urgences et aux préoccupations de la population. Moi, j'apparente cela à de l'irresponsabilité, parce que par contre, je le redis, aujourd'hui, il y avait beaucoup plus de monde que la précédente mobilisation, que tout le monde est très en colère. Il y a eu énormément de jeunes aujourd'hui dans la rue, de plus en plus d'universités et de lycées sont bloqués. Ça, je pense que c'est à prendre en compte parce que ce n'est pas anodin, et que justement, il y a aussi de plus en plus de salariés qui se mettent en grève. Aujourd'hui, certaines n'avaient jamais fait grève jusqu'à présent et ils s'y sont mis. Alors, c'est pas toujours les mêmes personnes qui sont en action ou en mobilisation, mais ça commence à faire beaucoup. Ce sont quand même des millions de personnes, et je peux vous assurer que eux, ils ont compris, nous avons compris qu'il fallait justement mobiliser, massifier un petit peu plus ce qui se passait, parce que la seule chose que comprend ce gouvernement, c'est le rapport de force. Donc il faut créer ce rapport de force, et dans la rue, et dans les entreprises et les services. Céline Verzelletti, est-ce que ce mouvement, il vous échappe ? Est-ce que quand vous voyez les actes de violence qu'il y a eu un peu partout en France ce soir, est-ce que vous craignez justement que cela dégénère ? Et est-ce que vous les condamnez, ces violences d'ailleurs ? Alors, nous, ce que nous prônons, nous n'avons jamais prôné la violence, ni la détérioration des biens publics ou des biens privés. D'ailleurs, les biens publics, nous savons le coût que ça a. C'est les collectivités ensuite qui les payent, donc c'est nous-mêmes. Donc ça, nous ne sommes pas du tout dans ces modalités d'action. Ça, c'est très clair. Maintenant, je ne pense pas que la mobilisation nous échappe. Pour moi, les personnes qu'on a vues, notamment à Paris, eh bien, ce ne sont pas des manifestants et des manifestantes. En tout cas, pas comme nous l'entendons. Ce sont des casseurs. Donc voilà. Après, je vois bien qu'on focalise beaucoup. Je sais pas. Moi, j'ai du mal à savoir qui sont ces personnes. Ce que je remarque quand même, c'est que nous, c'est nos camarades, bien souvent, que nous allons chercher au commissariat parce qu'ils ont été interpellés alors qu'ils n'ont commis aucun délit, et ces fameux soi-disant black blocs, je ne sais qui ils sont rarement arrêtés. Donc ça, c'est un véritable problème aussi. Et par contre, nous manifestons de façon tout à fait sereine, très déterminée, mais sans jamais commettre de délit. Et par contre, nous recevons des gaz lacrymaux. Souvent, on est chargé aussi par les forces de l'ordre de manière très violente. Et ça, je pense qu'il y a quand même un problème aussi sur le maintien de l'ordre. Et d'ailleurs, ça a été dit, notamment aussi par la défenseur des droits. Donc, il y a aussi un souci à ce niveau-là. Donc, attention non plus, il ne faut pas qu'il y ait une escalade de la violence. Et le maintien de l'ordre a une responsabilité aussi à ce niveau.
niveau-là. Donc moi je pense que nous, de toute manière, on souhaite continuer les mobilisations. On sait très bien que ce genre de violence dessert nos causes, notre cause et donc nos mobilisations. Donc bien évidemment que nous ne sommes absolument pas d'accord avec toutes ces violences. Merci beaucoup Céline Vercelletti d'avoir été en direct avec nous et vous l'avez rappelé, une nouvelle journée de mobilisation le 28 mars. Je voudrais qu'on aille maintenant rejoindre Elliot Samuel. Vous êtes en direct de la Bastille. Est-ce que le calme est revenu ? La situation qui s'est tendue ici il y a quelques petites minutes maintenant, place de la Bastille, où ils étaient encore des centaines de manifestants présents, des manifestants qui étaient revenus depuis la place de l'Opéra où s'était terminé le cortège pour revenir donc au point de départ de cette manifestation ici, place de la Bastille. Les policiers qui ont fait usage de nombreux tirs de gaz lacrymogène pour tenter de disperser ces manifestants. En face, on a pu voir des jets de projectiles, des jets de bouteilles en verre, des jets de pavés, aussi quelques départs de feu. Désormais, la situation qui est encore tendue dans les rues adjacentes. On voit les forces de l'ordre qui tournent dans ces rues autour de la place de la Bastille pour mettre fin à tout rassemblement désormais. Un mot peut-être rapidement sur le climat justement de ces arrestations, des arrestations préventives. Le ministre, le préfet de police de Paris dit il n'y a pas d'arrestation préventive. La défenseur des droits dit je reçois de nombreuses plaintes. François Ruffin. Moi, je me souviens que dans la crise des Gilets jaunes, j'avais rencontré des syndicats de police qui me disaient le problème, c'est que ce mouvement réclame une réponse politique et qu'on lui apporte une réponse policière. Et je vois le même glissement aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qui est attendu, c'est une réponse politique. On a le président de la République qui a causé hier et pourtant il n'y a pas eu de réponse politique qui a été apportée sur les demandes de ce mouvement et que du coup, ce qui est à la place, c'est une réponse policière. Avec... moi, quand un Français tape sur un autre Français, qu'il porte un uniforme ou qu'il n'en porte pas, j'en suis blessé. Donc je ne me réjouis pas de ça. Donc du coup, c'est comment on apaise ça, comment on sort de ça, et comment en démocratie, on ne fait pas usage de la force de coercition. En fait, il y a quand même une certaine constante dans tout ça. Vous avez une force de coercition qui s'exerce sur les salariés, c'est la réquisition. Vous avez une force de coercition qui s'exerce sur l'Assemblée, c'est le 49.3. Et vous avez une force de coercition qui s'exerce sur les manifestants. Olivier Marleix. Qu'on exprime ici notre respect pour les forces de l'ordre, qui sont malheureusement mises... trop souvent à contribution depuis le précédent quinquennat, la crise des Gilets jaunes, etc. Il faut évidemment qu'il y ait un usage très prudent et une doctrine très sûre de maintien de l'ordre. Je suis assez content qu'on n'ait plus le préfet allemand comme préfet de police à Paris, parce qu'à l'époque, on avait une doctrine de maintien de l'ordre qui était assez discutable, où on allait trop souvent en contact. Trop brutal. Et il faut préserver les forces de l'ordre, il faut éviter au maximum le contact. Évidemment, c'est difficile, comme parfois ce sont des casseurs qui viennent provoquer les forces de l'ordre. Oui. Là, dans la rue, il y a des casseurs. Ce sont des casseurs. Bon. Il y a des casseurs. Et justement, il a eu raison, Emmanuel Macron, d'évoquer ce qui s'est passé au Capitole ou au Brésil avec Jair Bolsonaro. Tout mélanger, le président n'a pas tout mélangé, mais dire que nos démocraties sont en danger, y compris de forces violentes, oui, bien sûr. Mais moi, je le dis très clairement. Il a évoqué ce sujet-là. Le président de la République l'a dit très clairement. On distingue évidemment des manifestants, on a entendu encore un langage de responsabilité, tant mieux de la part de la CGT, qui sont libres de manifester, libres de faire grève. Les forces de l'ordre, elles assurent aussi leur sécurité dans les manifestations, et je ne les confonds pas avec ce qui est de la casse, et j'aimerais qu'on ait un discours un petit peu plus clair pour condamner la violence. On peut soutenir les manifestants, c'est votre droit, et condamner les violences, je pense qu'on a intérêt à distinguer, et je rends aussi hommage aux forces de l'ordre, parce que c'est un service public, et ce sont des gens qui aujourd'hui, parfois, pour les CRS, pour les policiers, travaillent 30-35 heures de suite, sans aucun repos, pour assurer la sécurité des manifestants. Vous rendez hommage aux forces de l'ordre aussi. Je pense qu'il y a un changement de doctrine du maintien de l'ordre là dans les manifestations, et alors que les premières se sont très bien passées, là on observe quand même des violences policières, certes situées, mais quand même des violences policières. Parce que ce sont des mouvements plus violents. On peut pas commencer par condamner les violences. Non. Enfin moi les endroits où je suis allée, clairement il y a eu des charges alors qu'il n'y avait pas de violence des personnes qui
face à ces policiers. Et donc, je le dis, violence gratuite de la part des forces de police. Je pense que ça fait partie de cet ancien monde où on essaye de faire taire un mouvement social en tendant la situation avec la police. Et je vous le dis, en fait, ça ne suffira pas aujourd'hui. Cela ne suffira pas. Et même, j'en appelle vraiment au ministre de l'Intérieur pour changer de doctrine, pour sortir des NAS. Et le préfet Nunez a même lui-même reconnu qu'il recourait aux NAS, alors que c'est interdit et ça a été interdit par le Conseil d'État. Et donc, de revenir à un maintien de l'ordre qui est un maintien de l'ordre qui assure la pacification. Juste une réponse à ce qui vient d'être dit. Vous ne pouvez pas commencer à dire qu'il faut assurer la sécurité. Condamner les violences. Précisément parce qu'il faut assurer la sécurité. Il ne faut pas de charge comme on l'a vu des policiers qui tapaient à tout va. Là encore, on a eu des remarques, on a eu des images où il y avait des coups de matraque qui partaient dans tous les sens. Franchement, ça n'était à la hauteur de notre démocratie. Vous condamnez quand même les violences sur les policiers. Elle-même de condamner la manière dont on maintenait l'ordre en France. Je crois que là, tous les organismes, Amnesty International, tous les organismes internationaux de droits humains s'inquiètent de la manière dont les... On est de gauche, on défend le service public. Mais vous condamnez aussi les violences contre les policiers, c'était la question qui vous était posée. Non mais je condamne toutes les violences. C'est dit. J'ai un exercice à vous demander. Je condamne aussi les charges des policiers qui sont contre les manifestants et qui vont à coup de matraque. J'ai un exercice à vous proposer. Quand il y a un dérapage, c'est sanctionné par les juges. Et là-dessus, je suis extrêmement ferme parce que ça fait partie de la crise dans laquelle nous sommes. J'ai un exercice à vous proposer. Nous arrivons au terme de ce débat. Je voudrais faire un tour de table assez rapide pour vous demander comment cela va finir. Olivier Marleix. C'est au chef de l'État de trouver la réponse. Pour moi, elle passe par le dialogue, ce dialogue social qui a été autant mis à mal. C'est-à-dire qu'il faut qu'il retourne voir les syndicats. Il faut qu'ils prennent rapidement le dialogue d'une manière ou d'une autre. Il y a des sujets qui ont été mis en évidence dans cette réforme des retraites et qui n'ont pas eu de réponse, notamment la question de la démographie, comment on permet aux femmes de concilier une vie professionnelle et la maternité, comment on prévient la pénibilité, on n'attend pas que les gens soient usés, soient cassés, et il y a un travail à faire là-dessus, et puis il y a d'autres immenses sujets sur le pouvoir d'achat des Français, on l'a dit, la question du logement qui pèse, qui grève leur budget, la question du coût du transport, voilà, sur le président de la République, tout ça va finir de rétablir cette concorde dans le pays, ce qu'a dit François Ruffin tout à l'heure était une très belle évocation à laquelle on ne peut que souscrire, c'est le président de la République qui a les outils institutionnel en main. Comment ça va finir ? Moi, je n'aime pas faire de paris ni de prophétie, mais je vois une force qui se lève dans le pays et une force qui refuse qu'un homme seul à l'Élysée, dans son palais, comme un forcené, vienne imposer sa volonté au pays tout entier. Répétons-le, 2 Français sur 3 qui disent non avec constance à cette réforme. 4 salariés sur 5 qui sont quand même les premiers concernés. Forcené, monsieur Ruffin. Forcené. Vous maintenez forcené. Mais écoutez, moi je trouve qu'il est claquemuré dans son palais de l'Élysée, qu'à un moment, il serait nécessaire... Une chassade de temps en temps. Voilà, mais qu'il sorte, je l'invite à venir avec vous, Mme Berger, j'ai bien retenu que vous acceptiez ma proposition, à venir voir les salariés de Carbone Lorraine plus régulièrement, et les artisans, et les commerçants, et que là, il y a une surdité. Vous dites qu'il y a une force qui se lève. Oui, c'est ça que vous dites. Il y a une force. Et vous savez, moi, au-delà du nombre, Madame Roux, au-delà du nombre, moi, ce que j'ai observé dans les manifestations d'aujourd'hui, c'est un changement d'état d'esprit. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, à la fois les gens manifestaient, mais en étant habités par une forme de résignation. Et aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, on peut gagner. Et moi, je le dis aux gens, oui, on peut gagner. On peut gagner, ça veut dire obtenir le retrait du texte. Obtenir le retrait de ce texte, bien évidemment. Aurore Berger. Il y a une soif de justice dans notre pays, c'est une évidence. Et je crois qu'elle est partagée par d'autres pays. Je pense à l'Allemagne ou à l'Espagne qui ont assumé une réforme des retraites qui n'allait pas jusqu'à 64 mais jusqu'à 67 ans. Ils n'ont pas moins soif d'égalité, de respect et de justice dans ces pays qui sont des pays démocratiques où des sociodémocrates ont fait le choix de ces réformes. Et le choix de cette réforme, c'est un choix de responsabilité. C'est le choix d'assumer de ne pas léguer, encore une fois, de la dette, ne pas léguer, encore une fois, des difficultés supplémentaires à notre pays. Le choix aussi de se dire que toutes les économies qu'on réalise grâce à cette réforme sont redistribuées intégralement aux Français. Le choix de permettre à 1,8 million de retraités qui ont des petites retraites de gagner en moyenne chaque année presque 700 € de plus par an, ce qui compte quand vous êtes à 1 € près à la fin du mois ou à la fin de la semaine.
semaines. Donc comment ça doit finir? C'est évidemment ce chemin de dialogue. Et ce chemin de dialogue, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on est en majorité relative comme nous le sommes, la responsabilité, elle est aussi une responsabilité absolue des oppositions pour que quand la main est tendue, la main puisse être saisie. La main puisse être saisie. Parce que ces majorités, elles doivent pouvoir exister parce que c'est l'intérêt. Ça va se terminer avec le maintien de cette loi et le retour du dialogue. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Jordan Bardella. La question que vous nous posez, comment cela va se terminer? Je pense que cela va se terminer par notre arrivée au pouvoir. Je la crois nécessaire. Je pense que nous sommes aujourd'hui la seule alternance. Donc avec un essoufflement le gouvernement, du mouvement social. Et je veux dire aux Français que, en fait, le plus beau des contre-pouvoirs, peut-être le plus fort et le plus puissant, c'est le bulletin de vote. Et j'ai envie de leur dire, ne vous résignez pas, ne vous démobilisez pas. Il y a des élections qui arrivent, il y a des élections européennes dans 1 an, des élections présidentielles et législatives dans 4 ans. C'est difficile, les temps sont difficiles et la politique que mène le gouvernement, elle est brutale et elle est violente pour des millions de gens. Mais je veux juste leur dire que si le président de la République a éteint la lumière, alors nous avons en tout cas la volonté et les convictions pour la rallumer. Vous n'avez pas répondu sur ce qui va se passer là dans les semaines qui viennent. La question, c'est quand ils seront au pouvoir, est-ce qu'il y aura encore la possibilité de manifester comme qu'on l'a fait aujourd'hui? Et c'est quand même une grande question démocratique. Allez, Sandrine Rousseau. C'est un grand souci. Là, on est face à un éveil démocratique, vraiment un éveil démocratique. Et entendons et accompagnons cet éveil démocratique. Et moi, je rêve vraiment d'une société qui reprend une forme de pouvoir sur l'Assemblée et une société qui reprend le pouvoir sur l'Assemblée. Oui, où l'Assemblée n'est pas sourde et aveugle à ce qui se passe dans la rue. Une Assemblée qui entend et qui résonne avec la rue. Une Assemblée qui prend en compte les crises qui viennent, aussi bien la crise sociale que la crise climatique. Et qu'enfin, on sorte de ce modèle productiviste qui nous salit et qui nous détruit. Et là, retirez le texte, faites une dissolution et faites un remaniement ministériel. Et comme ça, on sort de la crise. C'est utile le remaniement ministériel? Vous me demandez le départ d'Elisabeth Borne, ça changerait quelque chose? Mais bien sûr, quelle est sa légitimité là? Quelle est sa légitimité? Une motion de censure, une motion de censure qui a été rejetée par l'Assemblée nationale. Et un vote. Clément Beaune. On vit un moment difficile et grave. Et moi, je suis préoccupé quand j'entends le refus de la responsabilité. C'est-à-dire, tout le monde nous dit, on a des slogans, aucune proposition, le moment est grave, il faut travailler ensemble, et vous ne le voulez pas. Et on le propose, et M. Bardella se réjouit avec un peu d'arrogance par avance d'élection dans 4 ans. Mais enfin, le sujet pour les Français, c'est d'agir maintenant. Ça veut dire que pendant 4 ans, tout le monde veut qu'on ne fasse rien pour le pays. Moi, je ne m'y résous pas. Cette action, cette réforme, on l'assume par responsabilité. Elle n'est pas facile. Et elle n'est pas l'alpha. Comment ça va se terminer? Elle n'est pas l'alpha et l'oméga. Il faut tirer les leçons. Il faut tirer les leçons de ces mobilisations. Je crois, on l'a dit, qu'elles expriment beaucoup de colère qui dépasse largement la réforme des retraites. Et ça veut dire que ce qui nous attend sur une loi travail qui va permettre de lutter contre davantage d'inégalités, sur la justice fiscale, sur l'écologie, la vraie, celle qui consiste à agir au niveau européen pour interdire, par exemple, les véhicules thermiques. Vous n'avez jamais soutenu cela. C'est concret. Et celle du dialogue politique et social pour la suite, c'est ça qui est très important. Je vous remercie sincèrement, tous les 6, d'avoir participé à ce débat. Cette soirée se poursuit. Merci à vous.